Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo en compagnie de Cyprien. Nous allons parler de cette urgence de la contre-révolution de la charité, puisqu'aujourd'hui on constate énormément de mépris sur les pauvres. Alors on passe tout de suite en caméra duo en compagnie de Cyprien. Bonjour à toi Cyprien, merci d'être parmi nous, merci d'avoir accepté cette invitation, parce qu'on va parler d'un sujet qui te tient également à cœur. Oui. On va parler des pauvres et surtout des violences que les pauvres subissent. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui s'attaquent à la pauvreté, qui s'attaquent au fond et à la forme de la pauvreté finalement. Oui, aujourd'hui c'est compliqué, même dans les milieux religieux, il y a beaucoup d'idées reçues. Je trouve que post-Covid, encore plus qu'avant, avec le développement personnel, je trouve qu'il y a beaucoup impacté ça, mais je pourrais un peu dérouler plus tard pour expliquer ma pensée sur ça, mais je voudrais alerter aussi des dangers de ces pensées-là, les pensées red pill, les pensées... Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que tout est acheté, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, c'est le modèle qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça implique par rapport aux pauvres, justement. Et notamment aussi, j'ai envie de rajouter que même chez nous, chez les catholiques, nous pouvons voir dans une frange que ce soit même moderniste, peut-être un peu moins, mais plus traditionnaliste, il y a quand même des personnes qui ont un problème avec la charité, on va pas se le cacher. J'ai beaucoup de personnes qui ont témoigné, qui étaient dans des... un tout petit peu, qui étaient, par exemple, à la Fraternité Saint-Pédis ou chez des vacantistes, etc. Et c'est vachement bourgeois. Ça s'est embourgeoisé et on méprise un petit peu, il y a un peu du mépris de classe finalement, et on revient bien aux idées révolutionnaires de la République. Comme on sait, c'est cette République qui instaurera les classes sociales. Eh bien, en fait, eux qui se disent traditionalistes pour un retour du catholicisme d'antan, finalement, ils abordent plus la thématique révolutionnaire que catholique. Parce qu'un catholique, il est pour l'extrême charité. Bien trop souvent, on oublie ce que nos saints ont pu faire en matière de charité. Voilà, tu le gifles, il te dit merci, je te bénirai. On est quand même dans un dévoiement, là. D'où le début de critique de la Red Pill, c'est que à un moment donné, il y a une radicalité chrétienne qui n'est pas forcément celle qu'on voudrait, je pense, aujourd'hui. Et tu as beaucoup de saints qui disent que, la charité chrétienne est, aux yeux du monde, en tout cas, une forme de naïveté. Mais ça ne veut pas dire être naïf, ça veut dire, aux yeux des autres, sembler l'être. Après, si tu es naïf, là, tu pourrais presque tomber dans une forme de péché. Mais ce n'est pas ce que te demande l'Église. Mais à un moment donné, justement... Ouais, il faut dépasser certaines choses qui semblent logiques au monde. Comme tu dis, on te met une gifle, je vais te tuer, toi et ta famille. Bon, ça, c'est à peu près ce qui se passe en Corse, si tu mets une gifle à quelqu'un pour parler de la Corse. Mais, surtout s'il est dans la mafia, etc. Voilà. Tu risques pas de t'en sortir vivant. C'est des cas qui ont pu arriver, hein, des gens qui se font tuer pour... je pense à un cas qui est arrivé dans un bar il y a une quinzaine d'années. Le mec a eu le malheur de regarder une fille qui était seule. Et en fait, la fille n'était pas seule. Et un des gars avait un fusil dans son coffre à côté du bar. Il a pris le fusil, il est rentré dans le bar, il a explosé le type en plein bar. Bon, voilà, c'est sympa, mais c'est pas très catho, quoi. Je veux dire, bien sûr, ça fait viril sur le moment. Tu as défendu ta femelle, mais bon. Viril avec un pompe, je veux dire, il y a une virilité, quoi. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que ça fait pas partie, là qu'on mette les choses quand même au clair, ça fait absolument pas partie de la civilisation française qui est issue du catholicisme et des évangiles. Là, on revient quand même dans une société assez païenne et même judaïque, avec œil pour œil, dent pour dent. Le catholicisme, lui, c'est si on te gifle, dans l'autre joue. Pas dans le sens il faut tout le temps te laisser faire, puisque le catéchisme appuiera sur le fait que tu as ta libre défense, tu peux te défendre. Mais je veux dire, c'est de la défense, c'est pas de la vengeance ou de l'attaque. Là, c'est quand même dévoyé. On voit que la civilisation va très mal. Et pour... je veux pas me faire le partisan du judaïsme parce que je suis catholique, mais même pour le judaïsme, il faut savoir que œil pour œil, dent pour dent, c'était un peu une limite. C'est-à-dire c'était le plafond de verre que Dieu avait mis parce que les gens abusaient tellement, justement, on connaît bien encore ça avec le système de vendetta. Bon voilà, tu me prends un doigt, je te prends le tien, ton bras et ceux de tes enfants. Bon ça c'est... Voilà. Et justement, le plafond de verre, ça a été œil pour œil, dent pour dent. Mais l'idéal, c'était bien sûr le pardon. Et là où Jésus, en fait, il casse tout, c'est qu'il dit, on vous a dit que le plafond de verre, c'était ça.
Eh ben moi maintenant je vous dis que il est là le plafond de verre. C'est si on te gifle, dans l'autre joue. Donc en fait, il amène l'exigence du plafond de verre encore plus bas. J'ai envie de te dire, c'est surhumain, c'est divin, et c'est bien pour ça qu'il nous donne son corps. Et donc oui, la charité doit aller aussi dans cette logique-là à un moment donné. Alors ça ne veut pas dire bien sûr se démunir. Voilà, moi je veux le dire clairement, on n'est pas là pour dire aux gens bon ben tout le monde est appelé à être franciscain et à faire un vœu de pauvreté, c'est pas ça. Mais justement, je pense que les infographies et les chiffres qu'on pourra mettre en avant permettront aussi d'apporter un peu de nuance dans certaines idées qu'on a, des idées reçues surtout qu'on a sur la pauvreté. Avant toute chose, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, j'ai quand même envie de parler bien, de l'Église catholique, et notamment des chiffres. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'Église catholique, quand même, supporte énormément d'œuvres pour la pauvreté. Elle éduque, elle soigne, etc., etc. Donc ici, il faut rappeler ces statistiques très importantes. Les chiffres de 2023 sont donc vertigineux. L'Église, c'est près de 75 000 jardins d'enfants et plus de 550 000 écoles primaires et secondaires. Des maternelles donc jusqu'aux universités, elle forme plus de 60 millions d'élèves et d'étudiants. Par contre, bon, elle ne paie pas les profs, mais c'est elle qui va financer les écoles, les murs, le matériel, etc., etc., la cantine, et elle forme également l'élite de demain, donc une élite catholique. Ça, c'est pas à négliger, mais bon, elle est bien obligée. Même si en France, on voit quand même qu'il y a des écoles catholiques qui essaient d'être un peu dans la neutralité, pas trop parler de catholicisme, etc. Ce qui est quand même assez dommage, même si parfois on peut peut-être l'entendre, hein, mais bon. Ensuite, il y a la santé, c'est le fameux hôpital de campagne. L'Église est tout simplement le premier prestataire privé de soins au monde, le premier. Et des pays, il y en a à l'appel. Hein. Pour un petit pays qui représente le Vatican, hein. Le Vatican, c'est quoi, 46 stades de football. Voilà, donc c'est le premier pays qui va soigner. Bon, grâce à tous les catholiques du monde, bien entendu. On parle de plus de 5000 hôpitaux et près de 14 000 dispensaires, souvent là où il n'y a aucun médecin. Elle gère aussi des léproseries, des maisons de retraite et plus de 19 000 orphelinats. L'ordre de Malte s'occupe beaucoup des lépreux aussi, d'ailleurs. Bon, je sais que l'ordre de Malte, ça fera pas plaisir à certains parce qu'il y a tout un débat autour assez... Ouais, mais en tout cas, voilà, en France, il y a encore de la lèpre, il faut le savoir, il y a encore des lépreux en France. Et dans le monde, par contre, la lèpre est en train de revenir à cause de la pauvreté, justement, qui galope, et donc la lèpre avec. Et c'est vrai que l'Ordre de Malte, c'est mine de rien la plus vieille association caritative au monde, hein, parce qu'elle date des croisades, donc c'est vieux. Et dès le début, elle soignait tout le monde. Donc elle était vraiment catholique, c'est-à-dire que même du temps des croisades, les catholiques soignaient les musulmans. Il n'y avait pas de discrimination au faciès ou à la religion. Ça, c'est vraiment traditionnel pour le coup. Clairement, ouais, clairement. Et puis le respect des prisonniers, etc., etc. Donc voilà, tout ce qu'on peut voir, par exemple, sur les terrains de guerre ukrainiens ou russes, c'est inadmissible et c'est absolument pas catholique ni chrétien. Hein. On peut voir, par exemple, j'ai vu une vidéo récente d'un Ukrainien qui est là, il fait ses prières, hop, hop, machin, il prie le Seigneur, parce qu'il y a le drone, voilà, il dit non, 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 machin, il prie et tout. Et le mec, il s'amuse derrière son écran, il est là, il l'insulte en gros. Il arrive avec son drone et il le shoot, alors que le mec, tu vois bien qu'il est inoffensif. Il est en train de prier vraiment le Seigneur. Mais voilà, l'autre, ça l'amuse, voilà, il vient exploser un mec avec son drone. Donc là, on est dans cette nouvelle guerre des écrans où on ne se rend pas vraiment compte de la situation réelle et des impacts que cela peut procurer ou générer, puisqu'en partageant ce type de vidéos, eh bien, on va toucher une jeunesse, on va toucher quand même une civilisation, on va toucher énormément de monde, et ils vont se dire, c'est ça la guerre en fait. C'est comme ça qu'un guerrier doit se comporter. Il doit être méchant avec son ennemi. Alors que le catholicisme, c'est tout l'inverse. C'est ça. C'est la génération Fortnite Battlefield. Mais il y avait le film avec Bruce Willis, Clone, je crois que ça s'appelait d'ailleurs, où tout le monde, tu sais, tout le monde est sur un fauteuil comme ça et tu pilotes ton clone à distance. Et à un moment dans le film, tu as les soldats et les soldats ils sont là comme ça dans les fauteuils et ils pilotent Alors bon, le jour où ça sera ça et que ça sera que des clones robotiques, tu vois, j'ai envie de te dire, c'est pas grave. Mais là aujourd'hui, le problème c'est que j'ai l'impression qu'on n'y va pas et qu'au niveau moral, c'est un peu cata, quoi, parce que tuer quelqu'un qui te demande de pitié, surtout dans des pays à forte revendication chrétienne, alors orthodoxe pour les Russes, ça en dit long, je veux dire, parce que quand tu as la langue aussi pendue avec le christianisme, les valeurs chrétiennes et tout, et que tu vois bien qu'au niveau militaire, ça suit pas,
Voilà, faudrait commencer à se poser quelques petites questions sur tout ça. Clairement, clairement. Il y a un gros point de désaccord ici avec le christianisme même. Et que tu sois orthodoxe ou protestant, Oui. je ne sais quoi, voilà. Il y a quand même une source, l'évangile, et tu t'es contraire au texte dans lequel tu t'es normalement soumis, hein. Mm. Il faut pas oublier non plus que l'Église, elle lutte encore contre le sida, parce que l'Église assure environ 25% des soins mondiaux, notamment en Afrique. On sait que ceux qui sont sidaïques, c'est un peu comme au temps de Jésus avec les lépreux, hein, personne n'ose les approcher, ils sont rejetés, un peu comme les albinos, hein, pour comparer en grand. Les albinos africains, c'est exactement pareil. Ils sont pourchassés, chassés. Eh bien, les sidaïques, comme on les appelle vulgairement, malheureusement, eh bien, c'est la même chose. Et c'est l'Église qui vient les protéger. Et d'ailleurs, on a pu voir dans l'histoire de France, ou même l'histoire du monde, quand il y avait les grandes pestes, etc., eh bien, c'était les saints. D'ailleurs, ça a donné des saints. Des saints qui sont allés aider quand même ces malades, malgré le fort taux de contagion. Donc, toujours l'Église catholique est là, malgré ce que ça peut permettre, hein, des maladies, la mort en elle-même, eh bien, ils rendent grâce à Dieu et ils vont chercher les malades. Dans l'Église catholique aujourd'hui, s'il y a un conflit, en général, un prêtre, s'il suit en tout cas les recommandations de l'Église, bénira toujours les soldats et pas les armes. Parce que l'objectif, c'est de bénir la personne pour que ce qu'elle fasse soit en accord avec Dieu. L'arme, c'est un outil, et puis bon, c'est un outil. Il ne sert pas à gratter les murs ou quoi, il sert à tuer, on le sait. Ouais, c'est pas pour se gratter le dos. Donc, l'HK 416, pour avoir tiré avec, c'est sympa, mais voilà, hein, c'est très efficace. Et non, il faut bénir les gens. Et c'est vrai que on le voit souvent, les images de pop orthodoxes qui vont aller bénir les armes. Pour moi, ils bénissent peut-être aussi les gars derrière, j'en sais rien, mais ça en dit long sur notre vision aussi de ce que Dieu peut bénir et de ce que Dieu peut vouloir. C'est un peu bizarre pour moi, comme manière de faire. Ouais, c'est un peu confus. Ouais. On dépasse un petit peu peut-être les limites admissibles, je pense. Ouais, après, bon, l'orthodoxie, c'est encore différent par rapport à nous, les catholiques, hein, donc peut-être que c'est une autre tradition, surtout en matière des armes. Nous, on est plus dans l'interdiction des armes. On a un problème avec les armes en général en France, hein. Mais ça date pas d'aujourd'hui, par contre, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des décrets royaux qui interdisaient le port d'armes, etc. C'est pas une question d'actualité ou de modernité plutôt. Je pense qu'il faut une formation très sérieuse et encadrée. Moi, je serais plutôt pour un port d'armes, tu vois, même civil, avec une défense civile, pas militaire, hein, mais vraiment du paramilitaire encadré par l'État, avec ça. Ouais, une milice, mais voilà, avec des gens qui suivent vraiment par contre, des bilans psychologiques, voilà, et que tu acceptes d'être peut-être un peu plus surveillé, c'est normal, et que tu te balades pas avec une M16, hein, mais avec un 9 mm, ça peut suffire déjà. Mais je pense que oui, ça pourrait être bien, mais on en est bien loin en France aujourd'hui, quoi. Donc, oula oui, il y a beaucoup trop de problèmes pour en arriver à réfléchir sur ces points-là, on est d'accord. Alors, on va également passer au denier de Saint-Pierre, parce que les gens ne savent pas peut-être, hein, parce que oui, messieurs, dames, il y a un pape aujourd'hui, c'est Léon XIV, pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de pape depuis 60 ans. Et donc, ce pape Léon XIV, on appelle le denier de Saint-Pierre. C'est lui qui va débloquer des fonds d'urgence, pour ceux qui ne savaient pas. Par exemple, quand il y a un séisme ou des guerres, eh bien, les gens viennent demander au fonds Saint-Pierre, et le pape va débloquer des urgences, des aides d'urgence pour eh bien que les gens puissent s'en sortir. Donc on voit là vraiment même jusqu'à la main du pape donner. Alors quand on dit donner, c'est pas de sa propre poche, on s'entend. C'est tous les catholiques finalement qui vont donner, mais par la main du pape qui est lui à la tête de l'Église. Donc enfin à la tête du Vatican plutôt, parce que la tête de l'Église c'est Jésus, mais vous m'avez compris en tout cas. Et n'oublions pas non plus les réseaux Caritas présents dans 200 pays avec des milliards de budget. La différence avec les autres ONG, c'est que quand les caméras s'éteignent, notamment pour Caritas, pour l'Ordre de Malte, etc., c'est que, eh bien, ils restent sur place. C'est-à-dire, c'est pas des coups de pub, ouais, machin, regardez, ONG, on fait traverser ceci, cela, et dès qu'il n'y a plus de caméra, plus rien, hop, on n'en parle plus, il n'y a plus rien qui se passe. Là, c'est vraiment, il n'y a pas les lumières sur eux, sur toutes ces personnes. Bah, tu prends en Corse, par exemple, l'antenne Corse-Malte, on est tous bénévoles. Justement, parce qu'il y avait peu de fonds,
c'était impossible de payer des salariés. L'antenne a décidé, bon, bien avant que j'y sois, hein, d'être full bénévole, justement pour qu'il puisse y avoir une continuité des soins. Et c'est là aussi que tu vois cette, enfin, bon, j'ai envie de le dire là, hein, cette supériorité quelque part de l'éthique, je pourrais dire catholique. C'est au-delà de la morale, là, ça part des tripes, où les gens vont dire, bah, c'est pas grave, on continue. Et attention, hein, il y a à l'ordre de Malte, aujourd'hui en tout cas, il y a certaines personnes qui sont athées ou agnostiques qui font partie de l'ordre de Malte en Corse, mais il n'empêche que le fond, c'était des gens qui étaient croyants et qui ont pris cette décision. Et ça, après voilà, ça fait boule de neige et il y a des gens qui vont rejoindre qui sont même pas forcément croyants, mais c'est la preuve que en tout cas, le Christ agit et il agit au-delà juste du pécunier, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui ont vraiment envie d'aider. De toute façon, il n'y a pas besoin d'être catholique pour connaître la charité, j'ai envie de dire, hein. Puisque le Seigneur le dit bien dans la Bible, hein, il y a des justes qui ne connaissent pas la loi et qui seront jugés enfin, qui iront au paradis tout simplement, parce qu'ils ont les lois naturelles inscrites dans leur cœur. Et c'est pas parce qu'ils ne connaissent pas le catholicisme ou qu'ils ne sont pas catholiques qu'ils ne peuvent pas être charitables et être encore meilleurs que certains de nous. Certains catholiques, ils sont peut-être bien mieux, ils pêchent bien moins que nous. Et puis l'esprit souffle où il veut, et c'est là que tu vois que, en tout cas, il faut, par contre, je pense, maintenir la foi, la prière à l'ordre de Malte. Je sais qu'on essaye de garder ça pour pas finir comme le Secours catholique. La dernière fois, j'avais donné un peu au Secours catholique parce que je m'étais fait aborder devant un supermarché et je leur avais demandé, mais alors le catholique dans tout ça, parce que là, vous m'avez parlé du secours, mais et la personne m'a répondu, bon, c'était beau ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, bah, oui, bah, on aide les gens et finalement, c'est bon, c'était un peu de la, voilà, j'ai senti qu'elle s'est réceptionnée. Elle me dit, oui, bon, bah, voilà, aider les gens, c'est ce qu'il y a de plus catholique. Et bah, j'ai un peu grimacé parce que oui, bien sûr que les œuvres, c'est important, mais ouais, il y a plus vraiment la foi dans tout ça, quoi. Genre, il n'y a pas de transmission de foi, sans dire qu'il faut être une machine à prosélytisme Oui. évangélique, à étouffer les gens. Le mec, il est en train de mourir. Oui, tu sais que Jésus t'aime, alors que bon, il faudrait juste lui faire une piqûre de morphine. C'est peut-être pas le moment, mais Regarde, ta piqûre, elle est là. Est-ce que tu acceptes le Seigneur? Oui ou non? voilà. Bon, c'est pas ce que je dis, mais quand même, je pense que c'est important. Et le pape Léon, d'ailleurs, l'a rappelé là récemment. Les catholiques doivent arrêter d'avoir peur de parler de leur foi et au moins de porter leur espérance. Parce que tu peux très bien faire la piqûre de morphine et dire à la personne, en tout cas, je prie pour vous et voir sa réaction. Et puis si elle est intéressée, est-ce que vous acceptez qu'on prie ensemble? Des choses très simples qui peuvent en fait amener la personne sur un chemin ou pas. Genre, t'es pas obligé de. Voilà, ça peut être et, c'est pas forcément ou, quoi. Tu peux faire un et, ça marche bien. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, notamment sur toutes ces associations, parce que malheureusement, comme tu disais, on l'a vu avec le Secours catholique, hein. Le Secours catholique qui a dévoyé un petit peu sa mission catholique, hein. Il y a le côté secours, oui, mais un côté secours qui est exclusif. On a vu, il y a eu beaucoup de scandales, notamment dans le nord de la France, où des journalistes sont venus et ont enquêté sur le Secours catholique, en fait, qui s'occupe exclusivement que des migrants, à essayer de les faire passer en Angleterre, à essayer de les faire passer ceci, cela. Mais à côté de ça, comme je le dis, il n'y a pas que les migrants dans la vie. Certes, il y a des migrants qui souffrent, on est d'accord. Mais à côté de ça, il y a plus de 6 millions de chômeurs en France, plus de 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc voilà, c'est ça le gros reproche qui a été fait à Secours catholique. Et d'ailleurs, à cause de ces scandales qu'il y a eu, on a pu voir un Secours catholique en train de s'effondrer, qui a dû faire licencier beaucoup de salariés récemment, qui reçoit plus d'aide, plus de dons, parce que les gens, ils veulent, c'est écrit Secours catholique. Les gens, ils veulent un peu de catholicisme. Il faut pas se renier. C'est une œuvre catholique, pleinement catholique. Donc qu'il y ait, comme tu dis, des athées qui y aillent, ok, mais on garde quand même le côté catholique. Bah, surtout que comment dire, les migrants, je pense qu'ils sont pas tous religieux pratiquants, et amener de l'espérance dans tout ça et de la foi qui pourrait naître et donc des grâces qui pourraient arriver, ça n'est que mieux. Enfin, moi, de mon point de vue, dans le sens où pour permettre aussi aux personnes de s'intégrer et d'être à l'aise, en tout cas si elles finissent par avoir la nationalité dans un des pays où elles immigrent, parce qu'on traite toujours le problème de l'immigration comme un problème technique. Un migrant, voilà, on lui donne, mais ça va plus loin que ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi tu vois, à l'ordre de Malte, 70% de la population qu'on a en Corse,
est musulmane, Alger, Maroc. Bon, Maroc, ça se passe bien. Algérie, c'est plus compliqué parfois. Mais ça va. Enfin, je veux dire, on n'a pas de gros problèmes C'est comme la Corse, ailleurs. quoi. Oui, et Ça, vous encore mettez que les pieds aussi. ouais, malgré tout, il y a des tensions. Mais Hmm. je me souviens d'une fois, ça m'avait marqué. Il y a un mec d'origine maghrébine, alors je sais pas d'où, qui me était énervé. Il était énervé, et ça n'allait pas. Je crois qu'il avait, enfin, il y avait du retard. Enfin, c'est une idée comme ça. Et moi, j'étais au secrétariat, et donc il s'énerve sur moi. Il s'énerve. Puis tout le long, il était là, il me regarde, ouais, toi tu es malin, toi, je fais, ah, ouais, pourquoi je suis malin? Puis alors, je crois que c'était en été en plus, alors j'avais chaud, il n'y a pas la clim, parce qu'on n'a pas de thune, donc tu as le ventilo tout poutre, et tu es là, déjà, pourquoi je suis malin? Je voulais qu'il m'explique, parce que moi, je ne comprenais pas. Et il me dit, parce que tu es là, tu touches plein de sous et tout. J'ai fait, ah, bah, il faudra m'expliquer, parce que je suis bénévole. Ah oui, non, c'est pas vrai, ça. Je fais, ah, bah si, là, en plus, on est tous bénévoles, j'ai mal tombé, il n'y a personne qui touche des sous, là. Et il m'a regardé et il fait, mais pourquoi vous faites ça? Et j'ai dit, parce que. Alors moi, j'ai tourné à la rigolade à ce stade. J'ai fait, bah, parce que tu vois, vu qu'on croit en Dieu et au vrai Dieu qui est venu sur la terre, il est là, tu vois. Je vais montrer la croix. J'ai fait, bah, on suit ce qu'il a dit et puis ça nous vient comme ça. C'est parce qu'on est en communion avec lui. Et il est resté un peu, tu vois, il s'est même pas énervé, tu vois, parce qu'il était musulman et tout, mais parce qu'il a dit, moi, dans mon pays, ça, il n'y a pas. Genre, on Ça fait va pas pas les trop trucs dire que, gratuits. ouais. Ouais, et donc, des fois, bon, même si, tu vois, il y a un peu de friction gentillette, hein, parce que j'ai pas, moi, je suis pas du genre, tu me connais, à y aller. Là, quand même, je lui ai envoyé un petit taquet, parce que ça faisait une bonne heure qu'il me cherchait, tu vois. Et ça l'a quand même fait réfléchir. Et ça peut être ça aussi, tu vois, des fois, ne pas avoir peur de dire, ben, je fais ça parce que je suis le Seigneur Jésus, tu vois. Et c'est tout, tu vois. Et des fois, ça peut faire réfléchir quelqu'un et se dire, putain, et d'ailleurs, il a dit, dans mon pays, ça n'existe pas, tu vois. Donc, ben, Ouais, donc déjà, fais-le. ça, t'as mis une petite graine quand même dans la personne. C'est important. Même si Voilà. c'est pas grand-chose, c'est une petite graine quand même qui va peut-être pousser au fur et à mesure, qui va lui faire prendre conscience de beaucoup de choses. Hein. Ça, on est d'accord. Alors, on va continuer parce que nous allons donc essayer à notre petit niveau de vous alerter sur la situation de la pauvreté en France et sur le fait surtout que personne ne bouge le petit doigt pour arranger cette situation dramatique. Il y en a beaucoup qui vont se servir de la pauvreté. Hein. En France, on va avoir beaucoup de partis politiques. Oui, les pauvres, machin, on est avec vous, mais juste pendant les élections municipales ou européennes ou nationales. Mais en dehors de ça, bien les pauvres, hein, on est un peu les cocus de service, on va dire. Hein. Donc nous allons utiliser avec Cyprien des chiffres officiels, notamment également la raison, la foi et la tradition de l'Église. Donc voilà les piliers que on va se servir. On va partir tout de suite sur la normalisation de faire du pauvre le mot de tous nos problèmes. Parce que j'ai envie de revenir un petit peu quand même avant toute chose en arrière dans ce premier thème et surtout sur cette généalogie moderniste, moderne même, de placer le pauvre comme un criminel, parce que tout le monde l'a vu hein, ici, tout le monde le sait, même sur les réseaux sociaux, on peut voir sur Facebook. Eh bien, il y a beaucoup de personnes qui critiquent et insultent les pauvres. Et jamais, comme on l'a dit au début, dans le royaume catholique, nous avions vu un tel dégoût pour le SDF, pour la mère de famille seule ou pour les familles nombreuses aussi plus récemment ou encore contre le pauvre qui mendie ou qui est vraiment dans la grande nécessité. La pauvreté, donc une question avant tout revient sans cesse, la pauvreté est-elle liée à la paresse? Donc Cyprien va nous en dire plus également sur ce sujet. Mais je voudrais revenir avant toute chose sur cette histoire. Parce que derrière ça, vous avez donc tous déjà entendu le refrain de ces golems dire que tous les pauvres sont des feignasses qui profitent du système, car ce sont bien entendu des assistés ou encore cette lutte folle de l'État à coup de sondage sur l'assistanat en France qui devrait être combattu. Et ça, plusieurs fois, j'ai encore vu ça hier. Des gens qui disent « Ouais, il y a trop d'assistanat dans ce pays, je me lève à 6 heures, je travaille 8 heures. » Oui, parce qu'il y avait sur un groupe, un Orchi, je sais plus lequel, il y avait quelqu'un qui avait envoyé un screen d'une femme qui demandait quand est-ce qu'elle allait recevoir sa CAF parce que je crois il devait lui rembourser des trucs. Et donc, elle avait un avoir de 8 mois. Enfin, sur 8 mois, il n'y avait rien versé. Et elle avait eu 1500 €, un truc comme ça. Donc, les gens étaient, ah, regardez, je me lève à 6 heures du matin, gna, gna, gna. Et il y a d'autres gens, donc, c'est fou quand même, c'est fou.
il vit avec 1 500 € en 8 mois. Tu vis même Non, mais, pas un mois si ouais, tu es deux. Enfin, faut les se mecs, j'étais en train réveiller. de parce elle avait ses aides du mois de décembre, plus son reliquat des mois qu'ils n'avaient pas payé. Donc les gens, ils étaient, oh, machin. Donc là, on peut voir, en fait, tout ce que l'État leur a mis dans le cerveau. Parce ils ne parlent pas d'eux-mêmes, c'est vraiment tous les médias. Un coup de sondage, oui, est-ce que vous êtes pour ou contre l'assistanat? Vous savez, l'assistanat, ceci, cela. Donc ça, Cyprien, il va parler un peu de ça va être très drôle. Mais je veux quand même toucher un mot avant toute chose, parce que ça ne vient pas de n'importe où tout ça. L'idée donc de lier la pauvreté au vice de la paresse provient, et vous allez peut-être être surpris, d'une rupture civilisationnelle déjà de 1, mais également imposée par le monde protestanto-capitaliste. Puisque dans l'histoire, le catholicisme a toujours vu dans le pauvre une figure du Seigneur Jésus-Christ, comme la chanson, d'ailleurs les royalistes ici vont connaître, Jésus s'habille en pauvre, et où il est expliqué. Donc la mentalité protestante, c'est « Ah, va-t'en qu'aucun de pauvre, je n'ai rien à te donner ». Et donc le pauvre lui dit « Des miettes de votre table, j'en ferai bien mon dîner ». Et là le mec répond « Eh ben non, parce que je les garde pour mes chiens, parce que mes chiens, eux, m'apportent des lièvres, et toi, tu ne m'apportes rien ». Et on a cette vision catholique ancrée dans la tradition qui va dire « Donc le pauvre vient voir la dame, dame qui est en fenêtre, faites-moi la charité ». Et la dame, tout naturellement, sans stratégie, sans réfléchir ou je ne sais quoi, va tout simplement dire « Entrez, entrez mon bon pauvre, un bon souper vous trouverez ». Donc là, on a une grosse différence. C'est juste pour l'anecdote. En Corse, encore il y a peu, malheureusement ça se fait de moins en moins, à part dans les familles qui ont gardé ça, il y avait l'assiette du pauvre, pas qu'en Corse, je sais que c'est un peu partout, mais chez nous c'était vraiment ancré à tous les repas quasiment, je veux dire chez les anciens, quand ils mangeaient, il y avait une assiette pour un voyageur, un pauvre, et on n'allait pas te questionner. On n'allait pas dire, au fait, est-ce que tu as travaillé aujourd'hui? Est-ce que tu es Ouais. productif? Enfin, T'as récolté combien pour ma retraite? En fait, le problème dans tout ça, enfin, moi, je trouve ça assez bouleversant qu'on se soit fait à ce point phagocyter par ces pensées-là. Mais vas-y, je te laisse finir parce qu'après, de toute façon, Ouais, on va développer de sur... toute façon après. Mais là, je pense que c'est quand même important de le rappeler parce que c'est vrai que la réforme, quant à elle, et plus particulièrement le calvinisme, a introduit une terrible inversion. C'est Monseigneur Spalding l'avait magistralement analysé en comprenant les nations catholiques et protestantes, en comparant, excusez-moi, notamment entre la Hollande et la Belgique. Il expliquait: il paraît y avoir cette remarquable différence entre la condition des pauvres dans les pays catholiques et celle des pauvres dans les pays protestants que, dans ces derniers pays, les pauvres sont aux yeux de la loi et trop souvent à ceux des populations elles-mêmes des criminels d'État et donc traités comme tels. Que dans les autres pays, les pauvres sont regardés comme des objets de compassion et sont presque toujours accueillis avec bonté et traités avec bienveillance. Vagabonds, fainéants, il n'y a pas d'épithète trop forte pour le mendiant anglais ou américain. La faute est plus celle de la société que celle des individus, plus celle de leur religion que d'une sécheresse de cœur naturelle chez ceux qui le leur enseignent. Le protestantisme, nous le répétons, engendre nécessairement l'esprit d'isolement, d'individualisme, d'égoïsme et d'orgueil. Et il n'y avait que le protestantisme qui put répandre la maxime populaire « chacun pour soi et Dieu pour tout le monde ». Que cette fracture naît finalement de l'angoisse de la prédestination. Pour le calviniste, le salut est décidé d'avance mais reste inconnu. Le croyant cherche donc alors désespérément des preuves tangibles de son élection divine ici-bas. Puisque si je suis sauvé, comment je peux le savoir? Bah oui, parce que nous, dans le catholicisme, eh bien, on a les sacrements. On sait qu'on est en état de grâce, même si on n'est pas sûr à 100%, mais au moins, on a quand même plus de chances de savoir. En détournant la logique de l'Ancien Testament, où Dieu bénit les troupeaux des patriarches, la prospérité matérielle devient donc un sacrement de la grâce. La richesse devient alors la preuve que Dieu est avec vous, et la pauvreté devient la preuve que Dieu s'est retiré de vous, ou que vous êtes bien entendu vicieux. C'est ici que naturellement, plusieurs siècles plus tard, va naître le mythe du self-made man. Ça, tu vas en parler également, Cyprien. Pierre angulaire du capitalisme libéral. Ce mythe est donc une fiction sociologique absolue. Voilà, je te laisse la discussion. Excusez-moi, c'était un peu long, mais il fallait quand même rétablir d'où vient tout ça dans le passé. Mais t'as bien fait parce que c'est bien de voir que, en plus, finalement, on accepte des idées totalement hérétiques qui peuvent en plus après grignoter même certaines idées de théologiens sur tout ça. Pour les gens qui sont intéressés dans un passage de l'Évangile qui illustre bien ça,
et que j'ai pu un peu gratter hier sur mon blog, c'est le passage du Fils prodigue. Parce qu'on est clairement dans cette idée de prédestination protestante avec un fils qui, bon, somme toute, a fait tout comme il fallait, il a suivi son père et tout, l'aîné, et le cadet qui part et fait n'importe quoi. Et puis finalement, il se retrouve à manger avec les cochons, puis il a un déclic et il se dit, putain, en fait, mon père me manque, tout me manque, je suis un idiot. Il retourne chez son père et son père l'accueille, les bras ouverts. Y a beaucoup de choses dans cette parabole qui en plus valident notre foi et nos dogmes. Pourquoi? Parce que vous verrez que si vous lisez bien la parabole, c'est le serviteur qui prévient le père. Et ça, c'est intéressant. Il y a toute cette idée de subsidiarité, de charité en œuvre. Et ouais, le prêtre, l'Église, le pape, enfin tout le corps du Christ en fait qui est actif pour prévenir le Père, intercéder. Le Père le sait, mais il y a cette idée de subsidiarité qui est très forte. Et en plus de ça, on voit que l'aîné réagit mal à tout ça. L'aîné, il est là, ouais, mais bon, moi, j'ai fait tout comme il fallait, et lui, tu lui donnes tout. Enfin, c'est très marquant. Et je pense que ça invite à une certaine humilité aussi, que quelle que soit notre on va dire, obédience, on pourrait dire, même si pour moi, la seule qui est valable, c'est celle des catholiques. Mais je veux dire, même quand on est protestant, cette parabole, elle nous invite justement un peu à redescendre. C'est pas parce que dans ta vie, tout va bien et que tu as l'impression de faire tout bien, tu es le bon petit protestant, le bon petit catho ou ce que tu veux, que ça veut dire que forcément tu n'as pas une quantité d'ivraie dans ton cœur. Voilà, hein, l'ivraie il peut être caché aussi, hein. Tu peux avoir un beau champ de blé autour, mais si ce qui compte, c'est-à-dire le cœur, il est pourri, et c'est ce qu'on voit avec l'aîné en fait, hein. L'aîné il est pourri. Parce que plutôt que se réjouir que son frère soit là et que son père soit super sympa, le mec en fait il est juste là en train de, quelque part de dire ah mais moi après tout ce que j'ai fait, oui donc en fait tu l'as fait de manière plus méritoire, voilà. Il l'a pas fait que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche a fait. Là, il a fait les choses pour son père, tout simplement pour être reconnu, avoir la reconnaissance, avoir les honneurs, avoir la première place. Mais le Seigneur a bien dit, les derniers seront les premiers seront les derniers. Et comme la parabole du dernier salarié là. Et tu as aussi celle du serviteur qui à la fin dit quand j'aurai accompli tout ce que vous m'avez demandé de faire, je dirais simplement je n'ai fait que mon devoir. Donc voilà, l'évangile se lit en polyphonie, justement. Il faut écouter toutes les paraboles qui vont venir aussi apporter de la nuance, comme sur ces paraboles du blé, de l'ivraie, qu'on a tendance un peu à lire comme des dualistes. Voilà, il y a les gentils, les méchants. C'est un peu plus compliqué, quoi. S'il y avait les gentils, les méchants, on n'aurait même pas besoin d'aller se confesser parce que nous, on serait les gentils vu qu'on est baptisés et tout. Mais ça marche pas comme ça. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a cette dérive protestante, même dans la compréhension de ces passages de l'Évangile. Et des fois, ça s'entend, même chez des catholiques, qui vont te prendre des passages de l'Évangile ou pire, de Saint Paul dans sa pastorale, où ils vont te dire ah oui, mais Saint Paul, il a dit que celui qui ne travaille pas n'est pas de pain. Oui, bon, enfin, Saint Paul s'adresse à des communautés religieuses qui croyaient que l'apocalypse allait arriver dans genre 6 heures et qui du coup les mecs arrêtaient de travailler parce qu'ils se disaient de toute façon c'est la fin des temps, donc à quoi bon. Donc oui, c'est ça. La pastorale est toujours contextuelle, donc bien sûr ça nous sert encore aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'on peut calquer ça sur la pauvreté des gens aujourd'hui, parce que déjà le contexte est différent et on va le voir, il est vraiment différent. Mais avant d'arriver sur ce contexte, voilà, moi je voulais juste parler du self-made man. Faites attention à ça, parce que c'est ce qu'on appelle un biais en psychologie, et c'est un biais qui a été vérifié, vous pouvez aller voir, c'est pas de la sociologie woke, ou comme on voudra, parce que toute la sociologie déjà n'est pas woke, il faut arrêter, et là on est plus sur de la psychosociologie, donc on n'est même pas purement en sociologie. On a remarqué que l'être humain avait tendance à avoir pas mal de biais psychiques, particulièrement face à ce genre de phénomène. Alors le biais du survivant, pour l'expliquer simplement, on en a tous connu un. Pour moi, c'est le fumeur qui fume 3 paquets de gitane sans filtre et qui s'envoie 2 bouteilles de Jack. Enfin, moi, perso, j'en ai connu quelques-uns comme ça. Et ils sont connus parce qu'en général, on a toujours un ami qui dit « Mais moi, je connais quelqu'un qui a 99 ans, en pleine santé, qui marche 10 km par jour, qui fume 3 paquets. » Peu ou prou, on a tous entendu cette histoire-là. C'est vrai, ça existe, mais c'est un biais statistique, c'est-à-dire que tous les autres qui sont morts à 30-40 ans, avec ce rythme-là de clopes et d'alcool, ne peuvent pas être là à témoigner qu'ils sont morts dans d'atroces souffrances. Donc vous ne les voyez pas,
Et vu que vous ne voyez que le gars qui survit et qui est en pleine santé, ben oui, la déduction, c'est de se dire, ah ben du coup, c'est bon, on peut fumer, on peut boire des quantités pas possibles, ça risque rien. Bah non, en fait. Mais c'est des biais, on va dire, parce qu'on a la tête dans le guidon. Quand on prend du recul et qu'on regarde la Bien sûr. réalité, et c'est pareil avec la pauvreté. C'est-à-dire que la pauvreté, on a tendance à vouloir simplifier les choses et dire, bah voilà, le mec n'a plus envie de rien, donc c'est pour ça qu'il est pauvre. Mais en fait, il y a peut-être un faisceau d'informations qu'on n'a pas. C'est-à-dire qu'avant d'en arriver à je n'ai plus envie de rien, bah, il y a peut-être une violence de système. C'est-à-dire que le système est peut-être violent avec lui. Le regard des autres est peut-être violent, peut-être même le vôtre, le mien, celui de tout le monde. Et dans sa propre famille aussi, des fois. Sa propre famille, tient un cumul. Je vous prends des chiffres. D'ailleurs, je conseille à tout le monde ce livre d'ATD Carmonde. Bon, c'est 2017, mais c'est encore pire aujourd'hui. Donc, vous pouvez grossir les chiffres, ça sera pareil. Prenez sur les sans-abri. Il y a un des clichés qui dit les gens qui vivent dans la rue l'ont choisi. Eh ben, en fait, c'est faux pour la majorité des personnes. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre elles ont subi un cumul de précarité depuis l'enfance. Une personne sans domicile sur 5 a dû quitter le domicile de ses parents avant l'âge de 16 ans. Parmi elles, près de 3 quarts ont été accueillis dans un foyer de l'enfance ou placés en famille d'accueil. Un tiers a connu des difficultés économiques avant l'âge de 18 ans, soit 3 fois plus que chez les personnes occupant un logement ordinaire. Et la moitié des sans-domicile a été marquée par la maladie ou le décès d'au moins un de ses parents avant l'âge de 18 ans, taux là encore 3 fois plus élevé que dans le reste de la population. Et 40% des sans-domicile ont vu leurs parents divorcer ou se séparer dans leur enfance, contre 20% des personnes en logement ordinaire. Alors, bien entendu, vous pourrez me dire, moi j'ai vécu tout ça, et aujourd'hui je suis multimillionnaire, et salut à toi, jeune entrepreneur. Mais encore une fois, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes talents. Ça aussi, c'est évangélique, hein, on a tous nos trucs. Pas tout le monde a la même trempe. Et même là, est-ce que c'est qu'une question de trempe? Je pense que c'est un peu facile de le réduire à ça. Il y a plein de facteurs, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu pour. On peut pas. Faut Il n'y a pas pas de essentiel. méritocratie au sens pur, je veux dire. Non, C'est non. pas, En fait, y a pas que ça. non, il y avait même une méta-analyse sur ça, sur les plus grosses réussites en partant de rien. Et même quand tu arrives à enlever tous ceux qui ont un patrimoine de départ incroyable, et c'est pas écrit dans leur biographie. C'est-à-dire que, autre exemple du self-made man, on va souvent nous prendre Steve Jobs. Moi, j'adore le personnage, mais bon, c'était pas un mec très sympa déjà, quand tu creuses. Mais en fait, ils ont des biographes qui sont spécialisés, c'est pas eux qui écrivent. Hein. Faut arrêter de rêver. Hein. Genre, ils ont les sous pour faire écrire. Et le mec, c'est ce qu'on appelle du storytelling. Moi, c'est ce que j'ai appris à la fac en sciences de la communication. Le storytelling, c'est quoi? C'est ce qu'on fait partout, les politiques, dans les médias, tout ça. Aussi, ouais. YouTube. Le storytelling, c'est partir d'une vérité, mais l'enjoliver à fond. Et c'est ça qui fait qu'on gobe. C'est parce que c'est vrai, en partie. C'est-à-dire que c'est un peu diabolique, hein, quelque part. Hein. C'est une vérité enrobée de plein de mensonges, ou en tout cas plein d'omissions, de trucs qu'on ne dit pas parce que ça fait moins sympa. Mais en fait, il y a tout un facteur chance qui n'est jamais pris en compte, parce que personne ne vous dira ouais, si j'ai réussi, c'est parce que ouais, j'ai eu une bonne idée, je me suis donné les moyens, mais qu'en fait, ce jour-là, j'étais au bon endroit au bon moment et j'ai rencontré les bonnes personnes. Et en fait, il faut faire attention, je pense, en tant que catholique, à éviter le plus possible d'essentialiser les gens. Pas par un espèce d'idéal émotionnel ou wokiste, mais parce que l'évangile ne fait que ça. C'est-à-dire que le Christ fait tout pour ne pas essentialiser les personnes. C'est-à-dire qu'il ne va pas regarder le péché. Il va regarder la personne, ce qu'elle est dans toute sa richesse, dans tout son potentiel. Et c'est ça qui lui fera dire à la femme adultère, va et ne pêche plus. Parce que s'il s'arrête à l'adultère et qu'il dit, tu es la femme adultère et c'est ce qui te définit à 100%, eh ben c'est fini, on la lapide et c'est réglé. Et c'est ce qu'on fait un peu avec les pauvres de plus en plus. C'est qu'on on les essentialise, c'est des fainéants, ceci, cela, on les lapide et c'est réglé. Mais en fait, si vous creusez, et je vous invite vraiment à regarder les chiffres d'ATD Carmonde, qui est une ONG, vous vous rendrez compte que non, la pauvreté, c'est très rarement choisi. Bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent se complaire, comme dans même la dépression. En ce moment, j'étudie pour m'occuper de personnes qui sont dépressives, et on le sait que c'est un phénomène de la dépression. C'est-à-dire qu'on peut à la fin se complaire dans sa maladie, mais c'est un des effets de la maladie, en fait. Et la pauvreté crée un climat psychologique aussi qui fait que les gens, à un moment donné, tu es effondré. Je veux dire, quand tu es une mère seule, que tu as le regard des autres, que tu as des problèmes d'argent, qu'il faut aller demander, faire des démarches administratives avec des gens pas sympas dans les secrétariats, des que pas possible,
parfois des injustices avec d'autres populations et tout. Eh ben ouais, tu craques. Et ouais, à la fin, si tu peux gratter au maximum, parce que tu. Mais c'est facile de juger quand on est de l'extérieur, en fait. Et quand bien même on s'en serait sorti, c'est pas une raison d'écraser les autres. Je finis sur ça. Un exemple très concret. Moi, quand j'étais jeune, j'étais obèse. J'ai perdu 40 kilos. J'ai vu plein de gens, dans mon cas, en obésité, et je pense à un cas en particulier qui a maigri, et lui, il est devenu coach de sport. Et du coup, il avait développé une espèce de haine du gros. Désolé, je le dis comme ça parce que c'était ça. Il écrasait ce qu'il était avant, ouais. C'est ça. C'était comme pour exorciser quelque chose qu'en fait, il n'avait pas digéré. Bon, finalement, il est redevenu obèse aujourd'hui, c'est malheureux, mais en fait, voilà, justement, vu qu'il n'a pas vraiment guéri, ben, il a pris 100 fois plus de poids qu'avant, et c'est vraiment terrible. Mais quand je le voyais parler des gens en obésité, il avait un manque d'empathie. C'est-à-dire que si on l'avait traité comme ça lui-même, il se serait effondré. C'est parce qu'il a rencontré des gens qui, justement, l'ont tiré vers le haut, l'ont pas coulé, qu'il a pu... Et ce phénomène-là, il existe aussi dans la pauvreté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui partent de la pauvreté, ils réussissent super bien, et du coup, ça devient, ouais, mais bon, s'ils avaient eu envie, ils pourraient... Non, ça c'est le petit discours que tu te racontes dans ta tête, et aussi c'est quelque chose de très méritoire. C'est-à-dire, il y a ce côté protestant. Si on gratte vraiment au fond, on n'accueille plus la chance qu'on a d'être sorti de la pauvreté comme d'une grâce, quelque chose qui est gratuit. Alors, bien sûr qu'on y a mis de l'effort, mais comme saint Paul le dit, j'ai travaillé plus que les autres, pas par moi-même, mais par la grâce de Dieu en moi. C'est important, cette tension. Et on se protestantise, pour le coup, chez les catholiques parfois. Et c'est rigolo, parce que c'est souvent les plus anti-Vatican II, protestantisation et tout, qui vont avoir cette... Bon, pas que, hein, faut pas rêver, pas que, mais on va le retrouver, comme tu disais, pas mal dans ces milieux-là. Attention à ça, parce que c'est plutôt du protestantisme, de traiter les choses comme ça, de dire ouais, mais moi aussi j'ai vécu ça et je m'en suis sorti. Ouais, mais tant mieux. Mais bon, en même temps, t'as des mecs qui ont un cancer généralisé qui s'en sortent. Ils vont dire quoi? Ils vont aller voir tous les cancéreux. Ouais, mais moi aussi je m'en suis sorti, c'est grâce à ma volonté. Ouais. 2 minutes, quoi. Genre, non, enfin, oui, la volonté va jouer, mais il y a les médecins, il y a ta génétique, peut-être un miracle. Enfin, sois humble, en fait. Genre, oui, tu as travaillé peut-être plus que les autres, mais c'est toujours une grâce. Donc, et c'est pareil pour tout, en fait, même pour la pauvreté. Et ça ne va pas aider les choses. C'est-à-dire qu'en plus, en faisant ça, on ne sert à rien. Même si tu arrives à sortir une personne de la misère, c'est cool, mais ce qu'il faut regarder, c'est combien tu en as enfoncé encore plus et peut-être conduit même au désespoir ou quoi. Donc voilà, en sauver un pour en sacrifier 100 par ton discours, ton manque de compassion et le fait que tu fasses pas d'acte charitable parce que tu considères que s'ils en sont là, c'est de leur faute. Je suis pas sûr qu'arriver face à Jésus, ça marche, quoi. La balance, ça va pas bien fonctionner. Donc il faut faire attention à ça. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se laissent juste embrigader par les médias et par en fait le discours ambiant. Ils cherchent même pas à réfléchir plus loin. Ils pensent que vu que tout le monde dit ça, il faut dire ça pour être dans les normes sociales en fait. C'est toujours pareil. Il y a toujours des personnes qui vont à l'encontre de ces normes sociales et qui n'ont pas peur de dire les choses. Et il y a d'autres qui, tout le temps, par peur de perdre une réputation ou je ne sais quoi, une image, eh bien, vont aller dans la tendance générale pour ne pas se... C'est un peu comme les expériences, là, je sais plus le nom que ça, d'une personne, par exemple, en fait, c'est une personne qui va être testée sur un groupe. Le groupe va devoir dire un mensonge et la personne, en fait, on va voir si elle va répéter le mensonge ou si elle va être à contre-courant. Mais face à l'effet de groupe, la personne, elle va suivre le mensonge, tu vois. Non pas parce que ça lui plaît, mais parce que voilà, tout le monde dit ça, donc peut-être c'est moi qui me trompe, manque de confiance, etc. Donc c'est ce qu'on peut voir aussi sur Internet, beaucoup de personnes comme ça, qui répètent en fait ce qu'on leur a mâché tout simplement, ce que l'État leur a mâché. Parce que oui, nous allons venir maintenant au martyr social, et c'est une réalité française en chiffres. Parce que là, on va sortir de la théorie, on va regarder la réalité de la douce République, cette République de la fraternité, de l'égalité, des droits de l'homme. Le système ne se contente pas d'ignorer les pauvres en dehors des campagnes électives, il les broie tout simplement et ne les laisse que des miettes pour leur survie. Parce que le RSA, on est tous d'accord, ce sont des miettes. Hein, c'est pas, on s'enrichit pas, on ne devient pas start-upper ou je ne sais quoi avec un RSA à 500 €. Hein. Voilà. Non. Il faut avant tout évoquer le mythe, déjà du plein emploi et la machine à radier du chômeur.
Ça, c'est très important d'en arriver là parce que, voilà, Pôle emploi crée des pauvres, hein, et l'État crée des pauvres. Tous les anciens qui ont connu les 30 glorieuses et qui n'ont pas pu sauvegarder nos droits acquis, parce que dans l'histoire, on peut voir, hein, j'avais fait un article là-dessus, qu'il y a beaucoup de royalistes, de démocrates sociaux et de démocrates chrétiens qui ont permis l'émergence de tous ces droits pour les pauvres. Hein. Nous expliquent donc ces boomers chaque jour que les jeunes ne veulent plus travailler, que c'est une génération d'assistés, blablabla. Mais quand on regarde, par exemple, rien que les chiffres de Pôle emploi, on oublie bien de dire qu'il n'y a qu'1 million d'offres. Donc la dernière fois en live, j'avais dit 500 et quelques mille, j'ai été vérifié entre-temps. C'est bien 1 million d'offres qu'il y a à l'heure actuelle. Seulement, sur ces 1 million d'offres, en 2025, il y a 5 560 000 chômeurs. Donc chômeurs dans toutes les catégories. Et il y a plein de fausses offres. C'est-à-dire que ça, c'est pas répertorié par Pôle emploi. Il faut savoir qu'il y a plein d'entreprises pour gratter des aides ou pour pas se faire strike par l'État, qui font des fausses offres pour dire oui, mais on en fait, mais on ne trouve pas. Donc, et sans parler des conditions de travail, parce que ça aussi, on est en train de petit à petit revenir à des conditions de travail on n'est pas encore à l'ère industrielle, hein, mais je pense qu'ils veulent y arriver à terme, vu que le modèle, c'est la Chine et qu'il faut faire comme eux. Mais inquiétez-vous. Vraiment, moi je vous le dis. Ils nous bassinent d'ailleurs sur leurs statistiques. Ouais, regardez, les Français passent moins de temps au travail que les Allemands, sont moins productifs que les Allemands. En fait, on est juste des chiffres pour eux. Et donc, eh bien, il faut pas aller dans leur sens. Il faut pas leur donner le bâton pour se faire battre. C'est surtout que déjà, rien qu'à l'époque en Allemagne, quand on nous bassinait ça, c'était sous Sarko de tête. Il faut savoir qu'en Allemagne, il y a justement en proportion, c'est-à-dire en France, je crois qu'il y avait je ne sais plus combien de gens au RSA. En Allemagne, ces gens qui ne sont pas au RSA, ils sont travailleurs pauvres. Et travailleurs pauvres en Allemagne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es à la rue et que tu travailles 40 heures, 45 heures par semaine, quoi, parce qu'en plus, ils travaillent plus que nous. Donc, voilà, tu dors quand tu as une caisse, quand c'est pas dans une tente. Donc, je veux dire, c'est quand même la douille, quoi. Je veux dire, à la fin, travailler, c'est bien. Ça, il n'y a pas de souci, il ne faut pas tomber dans l'oisiveté. Mais ce qu'on nous vend comme modèle, avec cette valeur travail qui, moi je vous arrête de suite, c'est un espèce de mot magique, valise, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais ça a l'air bien, donc faut défendre ça, parce que moi j'ai de la valeur. Les valeurs, c'est important aujourd'hui. C'est comme le catholicisme, c'est une religion des valeurs. On en fait une religion des valeurs, mais c'est catastrophique. Je veux dire, on n'est pas une religion des valeurs. J'espère qu'on ne se limite pas à ça. Et attention à ça aussi, parce que c'est des couleuvres qu'on fait avaler aux gens pour qu'ils acceptent d'être exploités, et c'est vraiment de la servitude volontaire. Souvent, on dit que la servitude volontaire, c'est le gars qui reste pauvre. Voilà, on peut voir ça comme ça aussi. Mais aujourd'hui, majoritairement, la servitude volontaire, elle n'est pas dans ce sens-là. Elle est plutôt de faire espérer aux gens que la méritocratie existe, comme dans le modèle américain, pour qu'il y ait la carotte, que en fait, tu as une personne sur 1 milliard qui va y arriver. Repensez au paradoxe du survivant. Hein. Et tu en as 99 millions qui vont mourir en s'acharnant au travail, en bossant dur, en fait, mais qui ne pourront jamais être riches. Parce que de toute façon, il n'y a pas assez d'argent. Voilà, c'est qu'on soit clair. Hein. Même si on se mettait tous à travailler d'arrache-pied et à faire des études supérieures, il n'y aurait pas assez d'argent pour qu'on soit tous millionnaires. Donc à un moment donné, il y a une douille quelque part. Je veux dire, soit tu commences à penser que c'est que les autres et que toi, ça sera différent. Mais en fait, des gens qui pensent ça et qui se mangent des murs pas possibles, il y en a plein. Mais vu qu'après, ils ont honte, parce que forcément, eux, ils n'ont pas réussi, ils ne vont pas en témoigner dans les médias. Ils ne vont pas dire oui, alors je me suis tué le cul pendant 30 ans à travailler, et puis maintenant, je vis dans un HLM. Je suis au RSA. Non, tu ne le dis pas. C'est parce que tu es. Bien sûr, c'est très compliqué. On pourrait rajouter également que dans la réalité d'aujourd'hui, c'est 12 chômeurs pour une offre d'emploi, entre guillemets, dans la grande marge. Donc c'est extrêmement important. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces pauvres en eux-mêmes, quand tu es demandeur d'emploi, tu vas aller sur une offre, il va falloir se prostituer, bien entendu. Alors, il va falloir se prostituer parce que tu sais que derrière, tu as une liste de 12 à 20 personnes sur la même offre, surtout quand l'offre est assez intéressante. Donc, eh bien, les patrons vont en profiter. Voilà, peut-être, tu travailles les dimanches, allez, tu vas travailler tous les week-ends, machin, d'astreinte, tout ça. Enfin, voilà, il va te charger parce qu'il sait très bien que derrière, il y a une liste d'attente. Et donc, il y aura toujours un crétin, même si, malheureusement, c'est peut-être un terme assez exagéré parce que les gens, ils ont besoin de bouffer.
Mais malheureusement, si tout le monde essaierait de s'unir et puis de dire non, on n'accepte pas ces offres d'emploi de merde. D'ailleurs, ça se fait plus ou moins naturellement, j'ai envie de dire. Alors, on a vu les restaurateurs récemment qui ont chouiné cet été d'ailleurs. Il y a plus personne dans nos restos. Il y a plus personne pour venir travailler dans l'hôtellerie, pour venir travailler dans les champs, dans les machins. Bah ouais, mais les gars, vous avez tué le travail, vous avez tué les salariés. Vous en avez profité pendant de très longues années à les sous-payer, à ne pas payer leurs heures sup, à les chicaner pour un oui ou pour un non. Eh bien, vous payez tout simplement, vous récoltez. Le bouche à oreille a fait son taf plutôt que les grèves ou les manifestations. Et c'est pour ça que les gouvernements montent les pauvres, enfin la classe moyenne, et encore aujourd'hui, le SMIC, c'est plus la classe moyenne, tu es quasiment pauvre, C'est cassé la gueule. contre les RSistes. Pourquoi? Parce que comme ça te fait oublier que le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas de vraie redistribution des richesses et que le ruissellement capitaliste, c'est juste un joli mot sur un bout de papier, mais ça n'existe plus. Et si tant est que ça existait un jour, et qu'en fait, maintenant, tu te retrouves avec des gens sous-payés qui défoulent leur colère sur des pauvres femmes qui touchent 8 mois de RSA en retard. Mais parce que comme ça évite de parler du vrai problème, qu'on ne te paye pas assez, qu'on te traite mal au boulot et qu'on t'enlève tes droits petit à petit. Et c'est ce qu'on appelle du détournement d'attention. Franchement, je ne suis pas quelqu'un de complotiste, tu me connais, mais on l'étudie à la fac. Je veux dire, quand on nous forme aux sciences de la communication, on nous forme à ces techniques-là, soit à les critiquer, soit à les pratiquer. Ça, c'est après au choix. La plupart les pratiquent. Écoute de suite la critique, c'est pas très courant, mais c'est des choses connues par les gouvernements et utilisées. Donc, il faut faire attention. Le mouton, comme on aime bien, moi je déteste ce terme, mais le mouton, le golem, c'est souvent nous, en fait, dans ce genre de situation. Parce que c'est facile de dire l'autre est un golem, l'autre est un mouton. Mais fais gaffe que toi aussi, tu es peut-être en train de te faire prendre pour un pigeon. Parce que on est tous le golem de quelqu'un, de toute façon. Ouais, on pourrait dire ça, on est tous le golem de quelqu'un. Ouais. Et puis c'est surtout que dans le climat actuel qui règne avec ces divisions aujourd'hui, d'ailleurs le pape Léon a appelé à arrêter, pour les catholiques en tout cas, d'essayer de politiser le catholicisme et de dire que le catholicisme était d'un bord ou de l'autre. Et je le rejoins à 2000%. Pourquoi ? Parce que à force de vouloir dire le catholicisme, c'est les valeurs de droite et tout, bon ça c'est juste de la récupération politique, parce que le catholicisme est catholique, point. En fait, on devrait s'arrêter là. Oui, parce qu'en fait, ça ne sert que les bourgeois. Parce qu'en fait, à la fin, tu récupères un électorat catholique qui se persuade il est super catholique en combattant toutes les idées dites à gauche. Mais sauf que le problème, c'est qu'à gauche, il y a des idées sociales. Je ne parle pas de socialisme, des idées sociales. Et la doctrine sociale de l'Église, c'est un bouquin assez épais. Donc, ça fait partie de notre doctrine. Et c'est aussi pour nous le faire oublier. Voilà. C'est aussi pour que les catholiques se rangent du côté des dominants. Donc, en fait, à la fin, c'est ça. Tu te retrouves avec des catholiques qui sont forts avec les faibles et faibles avec les forts. Ça marche pas. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas courageux, ça. Je veux dire, d'être du côté de ceux qui, en fait, créent un système horrible avec... je sais pas si vous vous rendez compte, on est quand même dans un système aujourd'hui dans les grosses boîtes, que ce soit McDo, les gros groupes en France, j'ai pas de nom en tête, Mango, des trucs comme ça, où ils vont choisir en management des profils pervers. Je sais pas si vous savez, les profils de recrutement du management, c'est souvent des gens pervers qui vont bouffer les types et les pousser au burn-out, mais par contre qui vont bien les presser avant. Et c'est assez courant dans le management. Donc, il faut aussi penser à... plus qu'il y ait d'humanité, finalement. On veut des personnes qui ne soient pas catholiques, qui n'aient pas de charité envers l'autre. Ils sont là pour appliquer des mesures strictes, des mesures radicales. Donc, on fait appel à des mercenaires. Voilà, c'est ça. C'est des mercenaires qui n'hésitent pas à battre le salarié, etc. Mais face à ça, eh bien, qu'est-ce que dit Pôle emploi, d'ailleurs ? L'État, qu'est-ce qu'il répond en matière d'emploi ? Eh bien, il répond rien. Au contraire, il va dire on va vous allumer. Parce que du coup, la réponse de l'État est administrative et policière. France Travail, donc on va parler un peu de France Travail, ex-Pôle emploi, effectue chaque année 500 000 contrôles sur les chômeurs. Donc, eh bien, Pôle emploi n'est pas payé à trouver du travail ou des solutions aux pauvres, ni à les soulager, bien entendu que non. Mais c'est surtout là pour les espionner. Voilà, donc on va rappeler un truc là, sans équivoque. Ça y est, ça m'est revenu.
on va parler d'un truc, eh bien, c'est que le chômage. Ah oui, le chômage, c'est pas, on ne mendie pas à l'État, hein, qu'on se mette d'accord. Ah, Le j'en chômage, parle dans c'est un mon... droit. Oui, j'en parle dans mon podcast. Ouais. C'est rigolo que tu parles de ça. Ouais. Tu vois, c'est ça que je voulais dire absolument, là. J'ai Oui, complètement zappé. c'est super important ça de le C'est rappeler aux important gens. quand Ouais. même. Pourquoi on doit contrôler des gens qui ont des droits? C'est quoi le problème? Moi, ça m'a toujours scandalisé. Désolé, hein, mais alors là, c'est vraiment. Alors moi, j'ai jamais touché de chômage parce que j'ai souvent fait du libéral ou de l'intérim. Donc moi, je fais pas partie de cette catégorie-là. Mais j'avais plein de potes qui se retrouvaient au chômage, mais souvent après même du harcèlement, des trucs horribles, tu vois, où ils avaient réussi à négocier une rupture conventionnelle. Et ils étaient là, ouais, non, mais je culpabilise quand même. Moi, ma mère m'a toujours dit que c'était la honte. J'ai fait, mais attends. J'ai fait, attends, quand tu te fais rembourser des médicaments ou un soin médical, tu n'as pas honte que ta mutuelle, que tu payes tous les mois une blinde, te rembourse. Et il me dit, bah non. J'ai fait, alors pourquoi tu as honte du chômage? Tous les mois, ils te prélèvent sur ton salaire. J'ai dit, t'es con ou quoi? C'est tes sous. Genre, c'est des sous qui te redonnent un peu. J'ai C'est fait, tous les mais sous des enfin, pauvres, en fait, enfin des travailleurs qui redistribuent pour donner le chômage. enfin, réveille-toi. Je dis, quel est le problème? J'ai fait, encore heureux que tu aies le droit d'avoir une pause, même pour, ben, des fois, te réorienter dans la vie. C'est bien, enfin, je veux dire, c'est humain et ça peut permettre des fois d'avoir des gens qui, d'un coup, partent dans un autre truc et vont apporter des bons fruits aussi. Parce que d'avoir un peu, des fois, de temps de répit dans la vie, ça te permet de penser. Mais après, c'est normal, on est dans des systèmes où on veut pas que les gens pensent, on veut que les gens, voilà, se mettent dans une catégorie. Moi, je suis de droite, d'extrême gauche, de gauche. Je suis opposé à lui. Tout ce que dit lui, c'est faux. Tout ce que dit lui, c'est vrai. Mais c'est bien. Et en plus, après, on te fait travailler à fond et on te laisse jamais le temps de respirer. Et quand bien même tu aurais le temps, on te fait culpabiliser. Comme ça, c'est bon. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, tu réfléchis jamais. Ça s'appelle de l'aliénation. Je suis désolé. On est en train de se Clairement. faire aliéner. Ah oui, clairement. Et, Clairement. l'enfumage. Pôle emploi est une arnaque, hein. C'est une arnaque complète, hein. Parce que les mecs, au lieu de te trouver du travail, ils vont te faire chier à savoir si, oh, est-ce que tu as bien fait tes 2 recherches par mois pour du travail? Mais excuse-moi, mais comme on l'a dit là, si je suis au chômage, c'est parce que j'ai acquis des droits, parce que j'ai payé des droits. Donc, enfin, j'ai cotisé en tout cas avec tous les travailleurs pour que le travailleur à gauche, à droite puisse recevoir son allocation. Donc, on leur doit rien finalement. On leur doit rien. C'est un droit acquis. Je suis désolé. Parce que oui, Pôle emploi maintenant, il peut désormais contrôler certaines de vos données personnelles par un décret donc qui datait de 2022. Peu de gens le savent et qui s'est vu même être renforcé récemment. Là, ça fait un peu plus de bruit en novembre dernier afin de lutter contre la fameuse fraude, la fraude au chômage. Ah, parce que la personne, elle est partie en Thaïlande habiter, mais elle a encore 6 mois de chômage, donc c'est de la fraude. En quoi c'est de la fraude? Puisque ce droit-là a été acquis, comme on va pas le répéter, mais voilà, c'est en rien de la fraude. Faut peut-être redescendre. Et les gens, ils acceptent ça. Ah oui, c'est un fraudeur. Ah oui, c'est un feignant parce qu'il a son chômage. Et puis c'est surtout qu'en plus, nos sociétés, justement, qui ont énormément, par le soft power américain, des pays anglo-saxons, on le voit. Bon, maintenant, en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi un bloc chinois qui est tout aussi terrible, oligarchique et tout, donc c'est parfait. C'est-à-dire qu'on a une oligarchie marchande d'un côté, une oligarchie marchande de l'autre. Ça, on est bien en étau. On est en train de boire un discours qu'ils infusent tout doucement, où ils nous font croire que la production de richesse, écoutez bien celle-là, n'est mesurée que s'il y a une production pécuniaire. Mais même ça, on pourrait très bien le remettre en question, en tant que catholique, hein, je veux dire. Parce que ce soit un père ou une mère au foyer qui resterait pour s'occuper de ses enfants, ça produit de la richesse. Aujourd'hui, pourquoi il y a de la criminalité et de moins en moins de valeurs, hein, vu qu'on parle de valeurs tout le temps? Ben parce que les enfants, ils sont éduqués par des nounous, par des trucs, par des machins. Moi, je vois mes petits cousins, ils ne voient pas leurs parents. Mais quelqu'un qui reste pour, même qui prend du chômage et qu'on arrête de lui casser les couilles pour s'occuper de ses enfants, on pourrait même penser à un système qui prolonge le chômage de la personne quand elle a des enfants. Parce qu'après tout, il travaille pour la société. Il travaille pas. De substitution pour qu'ils puissent éduquer. Puisqu'on est bien là à pouvoir payer des nounous, l'État va donner 300-400 euros pour les aides à la nounou. Bon, la nounou sort de prix, hein. Si tu mets tous les jours, ça te revient peut-être à 1000 balles, un truc comme ça. C'est scandaleux. Et par contre, on va frapper la petite femme qui veut, elle, élever ses enfants chez elle avec ses enfants. Ah ben non, on va rien te donner. Attends, ma femme, je sais plus comment elle touchait là.
quand elle était restée à la maison. Je crois qu'on lui donnait 300 balles, je crois, un truc comme ça. Ouais, un Moins truc que le RSA. 400 balles. Ouais, moins que le RSA. Juste parce qu'elle a décidé, bah d'ailleurs, c'est même pas qu'elle a décidé, c'est que on a été contraint, étant donné que elle a été contrainte de démissionner, étant donné qu'il n'y avait pas de garderie. Voilà, tout était plein. Nous, on habite un peu en zone rurale, donc tu as deux garderies, enfin deux nounous, full, c'est complet. Donc, tu es obligé de faire des choix, etc. Donc, l'État, voilà, te donne 400 balles pour élever tes enfants. Voilà, comme si que le métier de maman au foyer, c'était quelque chose de scandaleux. De toute façon, on l'a vu dans l'histoire. Ils ont tout fait, les actionnaires, les bourgeois, les capitalistes, ont tout fait pour sortir de toute façon la femme du foyer, pour qu'elle aille travailler, pour que le couple aille travailler. Mais on le voit encore aujourd'hui. Même quand un couple travaille, il ne s'en sort plus. Alors qu'avant, C'est ça. on s'en sortait avec le papa qui travaillait, la maman qui éduquait les enfants. Et comme tu le dis, ça se rejoint sur la délinquance, l'insécurité, etc. C'est ça. Les gamins sont livrés à eux-mêmes. Ils n'ont plus De toute façon, d'éducation, ils n'ont plus de repères, voilà. pour moi, de toute façon, que ce soit un parent ou l'autre qui déciderait de rester, même des fois parce que, bah, je sais pas, la mère a un meilleur travail, tu vois, tout simplement, elle touche plus. Je comprends pas pourquoi, et on peut appliquer ça à plein de trucs en fait, hein. Parce que même le bénévolat, même ces trucs-là, tu vois, c'est de la production de richesse sociale, de richesse. Et là, vous allez dire, ouais, mais Cyprien, tu es un immonde gauchiste et tout. Ok, mais regardons les faits. Quand l'État investit des 200 milliards par an de cadeaux aux entreprises, entre les aides, les cadeaux fiscaux, le fric qu'ils leur prêtent aux Startup Nation, sans garantie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des résultats. C'est-à-dire que le mec, il a dépensé l'argent, il n'en a rien fait, c'est pas grave, hein. Sans Là, prouver on d'où viennent parle, les dépenses, quoi. voilà, on parle d'investissement quand c'est ça. Par contre, quand c'est dans le système de santé, là, on parle de déficit. Mais quand tu investis dans la santé de ta population, ben, tu investis dans ton pays, dans ta population pour qu'elle soit en bonne santé. Donc c'est un investissement. Si on garde la logique d'entreprise, hein, que je déteste, mais gardons-la, ben, j'investis dans la santé de ma population, donc dans ceux qui produisent des richesses. Donc c'est OK. Donc pourquoi avec le système de santé, c'est du déficit, il faut réduire les dépenses, et pourquoi avec les entreprises, là, il faut les augmenter, il faut les aider de plus en plus? Oui, pas qu'on se fait enfumer. Enfin, Mais même on, avec la mère de famille, je veux dire, c'est un investissement sur l'enfant à naître, enfin sur mais l'enfant oui, futur. Ça va être sur un la élément de la société. société. Ah, c'est complètement. Non, mais de toute façon, ils sont complètement cons. De toute façon, je pense que eux, c'est beaucoup de carriéristes. Ils sont là juste pour le temporel, pour l'argent, pour s'en mettre plein les fouilles et surtout pour assurer la légitimité, enfin, pour assurer l'héritage de leurs enfants plutôt. C'est tout simplement ça. Ils s'en foutent du peuple. Ils s'en foutent de l'avenir, de ce que nos enfants vont devoir subir. Ils en ont C'est rien ça. ils en ont rien à foutre, de toute façon. Ils Parce sont que, là que pour le fric et la puissance. parce que statistiquement, ils savent très bien que bah, il y aura toujours du monde pour Mm. marcher. Donc, en fait, mais en tant que catholique, je pense que c'est sans être 100% d'accord avec ce que je viens de dire, je pense qu'à un moment donné, ne pas être d'accord du tout, ça pose problème parce que euh, ne pas considérer qu'éduquer ses enfants, et encore une fois, moi, je n'ai pas de préférence, même si bien sûr, je pense que c'est plus logique que ce soit la maman pour des liens tout simplement affectifs que l'enfant peut Effectif, ouais. avoir. Mais après tout, pourquoi pas le papa? Parce que bon, voilà, le monde moderne est le monde moderne. Mais la vraie question derrière, c'est pourquoi on ne considère pas ça comme une production de richesse? Et vous verrez que c'est juste idéologique. Parce que on a un système économique qui verrouille tout. Et en fait, si ça ne rapporte pas à un moment donné à des actionnaires, c'est pas de la richesse. Mais la charité, c'est pas de Non la plus. richesse. Bah non. C'est C'est même pas l'inverse. quantifiable. Bah bien sûr. Non, et il y a tellement de choses qu'on risque de perdre à terme. Et d'ailleurs, quand on cherche pourquoi les valeurs se perdent, pourquoi les gens sont différents, peut-être qu'il faut même arrêter d'aller chercher très loin. Bah, déjà, juste parce que nos systèmes économiques font que toutes ces choses-là, on ne les calcule même plus. Parce que vu que ça ne se voit pas, l'amour, ça ne se quantifie pas, la charité, ça ne se quantifie pas, la douceur, ça se... Donc, ça sert à rien. Donc en fait, juste par cet enfumage-là, petit à petit, les gens, ils vont dans le sens de la marche. Et le sens de la marche, ben, c'est même ce que dira Elon Musk. L'empathie est la pire des choses qui a pu arriver à notre espèce. Si un jour on arrive à éliminer l'empathie, on ira super loin. Et croyez pas que c'est le seul à voir les choses comme ça, hein. Donc faut se poser les bonnes questions à un moment donné. C'est que ces modèles-là, L'empathie réduit leur marge, tout simplement. Sans empathie, tu as plus de marge, tu as plus d'argent au final, c'est tout.
Exactement, exactement. Et quand tu vois qu'on est dans des politiques enfin, ouais, d'avortement, d'euthanasie, de Culture trucs de comme mort. ça, de culture de mort, mais en fait, tout s'emboîte. C'est-à-dire que le fait de ne pas considérer que la mère ou le père au foyer, c'est un producteur de richesse, bah, ça s'emboîte avec tout ça. C'est-à-dire que tu prépares mentalement tout le monde, petit à petit, à accepter en cascade tous les autres trucs. C'est-à-dire que ça part de là, hein, pour moi. Ça part de la Ça part du destruction, divorce, tu vois, le divorce, la le fait que contraception, machin. quand tu es marié, l'adultère ne soit plus au moins légalement répréhensible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu t'engages avec quelqu'un, la moindre des choses, c'est pas de détruire sa vie et son avenir. Donc, bah, tu prends tes responsabilités, justement. Je veux dire, si tu n'es pas capable, tu te maries pas ou bah, tu t'en bats, hein, je sais rien. Tu vois. Au moins au niveau légal de l'État, je parle pas de religion, on peut pas divorcer, mais au niveau légal, bah, tu divorces et tu arrêtes d'embêter la personne. Mais tu l'as. Donc, il y a plein de trucs comme ça qui se sont préparés où on n'a pas réfléchi, où on a toujours mis en avant cette espèce de libéralisme, un peu, ben voilà, hein, self-made man, red pill, il faut avancer. De toute façon, regardez le red pill. C'est que ça, c'est la femme, c'est limite La mon cuisine. ennemi à la cuisine, ou pire, c'est juste pour voilà, se faire du bien et éventuellement avoir une descendance tchad, blond aux yeux bleus. Et une fois que tu es sorti de là, mais c'est pas catholique ça non plus. Genre, c'est pas comme ça. Genre, oui, femmes, soyez soumises à vos maris. Mari, traitez votre femme comme le Christ a traité l'Église. Le Christ, il s'est fait esclave de tous. Hein, donc, C'est vrai. je sais pas dans quel sens la soumission, elle est la plus radicale. Donc, attention à ces trucs-là, parce qu'il y a des bonnes idées, bien sûr, mais c'est plein de choses qui, petit à petit, font accepter tout ce système pourri, au moins en partie, et en partie, ça suffit, en fait. Déjà, l'accepter en partie et se dire que, ouais, c'est normal que ben, une mère au foyer, elle ait 300 balles pour élever ses gosses, et que, en fait, juste parce que t'as pas le choix, déjà, Oui, attends, c'est c'est et fou. après, et après, il veut qu'on fasse des gosses. Enfin, tu vois, enfin, ben oui, tu vois, Surtout qu'ils c'est te évident. disent, ouais, oui, tu peux faire des enfants, bien entendu, mais par contre, dans 3 mois, tu retournes au travail. Hein. 3 mois, pas plus. Hein. Je crois que c'est ouais, 3, 4 mois, un truc comme ça maintenant aujourd'hui. Voilà, Ouais, t'as ben, pas le droit de plus. T'as le droit de prendre une aide, mais après, derrière, si t'as un salaire, bon, tu vas avoir une petite partie, donc bon, après, on parle de 800 balles si t'es au SMIC, un truc comme ça. Mais si derrière, t'as plus de salaire, machin, eh ben, c'est 400 balles. Ouais. Wow. 400 balles pendant 3 ans, je crois. Hein, et après, t'as plus le droit. Hein. c'est ça. Et puis repense même aux dernières études qu'il y a eu sur les enfants et tout. On sait aujourd'hui que pour un enfant, c'est super important d'avoir une présence parentale, hein, pas paraparentale. Hein. Moi, je sais que j'ai été élevé par ma mère seule, avec ma grand-mère, mon oncle et tout. Bah, c'est pas pareil. Hein. Je veux dire, Ah, et bon, clairement. c'est comme ça, c'est la vie. Mais du coup, quand tu as une mère seule, bah, elle doit faire le choix entre le chômage et travailler. Donc moi, bah, elle a dû jongler et puis à la fin, elle s'est mise à bosser. Et donc, tu as 0 par an. Et ben ouais, après, tu dois rattraper ça. Et bon, C'est le pour ça que tu es dans résultat, la c'est que mafia aujourd'hui, du coup, non? j'ai remarqué que j'ai un t-shirt Shrek et des tatouages. Mais je veux dire par là que pas tous s'en sortent aussi bien. C'est dire que c'est grave, quoi. Parce que si moi, j'en suis là avec mon t-shirt, Le- c'est donc le vrai truc, c'est que on sait que ça a un impact, en fait. Donc c'est Sur ça qui est les fou. enfants, ça se joue énorme, hein, c'est clair. Hein. C'est énorme, hein, toutes les statistiques le prouvent. Hein. Les Bah ouais. couples monoparentales, les enfants, bah, et ça crée beaucoup de déséquilibre. Hein. Pourquoi là, Startup Nation, il n'investit pas dans sa population? Eh mais c'est vrai. Ouais. Logique entrepreneuriale, j'investis dans mes employés, qui sommes nous, en fait, le peuple. Parce qu'apparemment, on est les employés d'une startup qui s'appelle la République française maintenant. Enfin, bon, pourquoi pas, hein, mais Au monde, on marche à l'envers. ouais, ouais, ouais. La prochaine fois, vous avez votre conseiller Pôle emploi qui vous dit ouais, va peut-être falloir travailler. Bon, ne soyez pas trop violent parce que ils peuvent porter plainte pour vous très facilement. Hein, attention. Hein. Ne soyez pas dans l'insulte ni rien du tout parce que ils sont beaucoup protégés par l'État, les personnes de Pôle emploi, même s'il y a des personnes qui sont admirables dedans, on va pas tous les mettre dans le même bain. Mais il y a quand même des personnes qui se la racontent et tout. Mais rappelez-vous quand même que le logo ANPE Pôle emploi, donc une première facture de 2,4 millions d'euros qui ont été payés grâce aux chômeurs. Hein. Donc on ne nous demande pas l'avis, hein, rien du tout, mais on va payer un graphiste 2 400 000. Donc ça, c'était, comme je l'ai dit, il y a longtemps, hein, à NPE, Pôle emploi, je crois que c'était avant Sarko ou sous Sarko. Donc les 2,4 millions, c'est pour le graphisme et pour changer toute l'administration.
Et encore plus avec France Travail. Vous savez que récemment, maintenant, Pôle emploi, c'est France Travail. Et combien ça a coûté, ça? Eh bien, ça a coûté 2,9 milliards d'euros. Ah oui, 2,9 milliards sur 3 ans pour réorganiser tout le service public de l'emploi. Des milliards donc pour changer toutes les enseignes. Hein. Vous savez, sur les bâtiments, il y a les enseignes à changer, hein, bien entendu. Mais par contre, voilà, on va compter les centimes des allocataires. Oh, trop perçu de 20 euros. On va faire saisie sur compte, machin, machin. Oh, vous êtes des feignants, il faut trouver du travail. Par contre, ils ne gênent pas de prendre 3 milliards sur les travailleurs, quoi. Sur les chômeurs, sur les pauvres, il n'y a aucun problème là. Là, par contre, voilà, pas de souci. C'est Surtout de que l'infamie. bon, en plus, c'est rigolo quand tu vois la racine du travail qui est torture, tu vois. Donc, appeler ça France Travail, c'était quand même un peu mieux emploi, tu vois. Genre, je trouve que c'était plus logique, plus humain, tu vois. Là, on sent voilà, France torture, tu vois. C'est bien, faut l'entendre comme ça, tu vois. Non, mais c'est vrai que même c'est trop perçu quand c'est de l'ordre de 20 euros. Bah, sur quelqu'un qui est avec des minimums sociaux et tout, ça peut être énorme, hein, 20 euros. Enfin, moi, j'avais un pote, je me souviens, sur Oui. Internet, il vivait le mois avec 20 euros. Donc, Ah, vous avez de la chance, hein. Parce qu'aujourd'hui, ouais. on vit plus avec moins 200, moins 300 euros que plus de euros. Ah ouais, ouais, c'était. Non, mais il avait de la chance. Bah, il mangeait pas, il faisait rien, quoi. Mais je veux dire, une fois qu'il avait tout payé, il lui restait 20 balles et c'était à aller gratter aux assos, aux trucs, à machin. Et il bossait. Et c'était Bien un mec sûr. qui bossait en plus à côté des petits boulots et tout, parce qu'il trouvait pas. Mais c'était pas du tout un fainéant. Et donc 20 euros, ça peut te détruire le mois, en Et fait, hein, puis, pour certaines après, en personnes. soi, là, on parle de feignant, machin. Ok, bon, il y a feignant et feignant. Mais j'ai Mm. envie de dire en quoi ça regarde les gens. Oui, oui, Euh, Déjà, en de plus base, en quoi ça les regarde qu'une personne bien veut choisir un petit peu comment il va travailler dans sa vie, comment machin, ceci, cela. Je veux dire, c'est aussi ce mot est un peu exagéré, quoi. On va traiter tout le monde de feignant parce que monsieur veut prendre une année sabbatique pour réfléchir un peu à son avenir, pour voir ceci, voir cela, pour peut-être essayer des projets. Voilà, on va dire, tu es une feignasse, va plutôt travailler, tu vois, c'est dévoyé, c'est n'importe quoi. Les gens ont bah, le mot tu facile prends aussi. bah, tu prends les podcasts, ça prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que tu produis quelque chose. Alors bien sûr, c'est sûr, on n'a pas pignon sur rue, mais tu donnes quand même une base de connaissances aux gens, tu transmets des choses. Toi, ça te prend du temps. Et donc en fait, c'est du travail aussi. Donc, et quelqu'un qui est en pause, justement, comme tu dis, peut prendre ce temps-là. Et tu sais, je me souviens à l'époque, ils avaient fait un sondage, c'était Revenu Universel France, donc qui est Oui, pas du tout rien à voir avec Benoît Hamon je me demande si même ils l'ont pas mis exprès pour que ça desserve le projet. Tu avais Revenu Universel France, ils avaient interrogé, tu avais 90% des Français qui disaient qu'il allait continuer à travailler s'il touchait un revenu universel équivalent au SMIC. Et quand on posait la question, pensez-vous que les autres vont continuer à travailler, tu avais 90% des Français qui disaient ah non, les gens sont fainéants. Et c'est rigolo parce que ça montre que le vrai problème en France, c'est la confiance. C'est pas la fainéantise. C'est que on nous met tellement les uns contre les autres qu'on se fait tellement plus confiance qu'à la fin, on suspecte l'autre de trucs que bah, finalement, enfin, moi je vois, tu vois, quand j'ai pu enfin obtenir la hache à cause de mes problèmes de santé, euh, bah, j'ai continué à faire des trucs à côté. Tu vois, je suis pas là à jouer à Fortnite tous les jours. Tu vois, en fait, je joue même encore moins aux jeux vidéo qu'avant, parce que bah, du coup, bah, tu retrouves aussi une utilité. Tu peux participer aux frais de ton foyer. Bah, j'ai pu monter mon entreprise, faire des petites. En fait, c'est un mythe aussi tout ça. C'est qu'on on regarde. Enfin oui, les médias vont te montrer quelques personnes pour que tu te dises ah oui voilà mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. mais de toute façon, ils montent tout le monde contre tout le monde. Comme ça, il n'y a plus besoin que l'État surveille par elle-même. Ils ont des bons petits policiers à leur service. On l'a vu d'ailleurs sous l'ère Covid. Hein. Les gens ont fait la police à la place de la police. Hein. Je veux dire, moi, dans la sécurité, j'ai vu ça. Hein, quand je devais surveiller les distances de sécurité, tout ça, les personnes entre elles-mêmes faisaient la police. Hein, j'ai envie de dire, ah ouais, non, ils ont dit c'était un bras, blablabla. Ils se pouillaient la gueule pour des distances de sécurité. Pour monsieur a pas mis bien son masque, regardez, celui-là, nanana. Et donc, ça appelle la gendarmerie. Donc, voilà, l'État a bien lobotomisé cette population qui, en fait, va faire le travail à sa place, tout simplement. Voilà, Ah ils bah font non, le tu peux boulot à leur dénoncer place. en ligne. Tu peux dénoncer les gens en ligne maintenant, donc c'est bon. Tu as Ouais, c'est même ça, un avec site pour. Pharos et tout.
Comment, Mon quoi. voisin, il prend la voiture, il boit il a bu 2 verres de bière, etc. Ouais, il prend cette route-là, prenez-le. Enfin, il y a beaucoup de délations comme ça. Les gens seraient surpris, hein. Ils seraient surpris de la délation qu'il peut y avoir dans ce pays. On va parler de l'étau du coût de la vie et de l'impôt injuste. Donc, petite présentation. Le coût de la vie a explosé. Depuis le Covid, l'alimentation a pris plus de 30%. Nous avons d'ailleurs fait un live concernant le forum de BFM TV sur le sujet. Vous allez pouvoir le retrouver. Il y avait Cyprien, il y avait Yuri et il y avait Jonathan ainsi que moi-même. Donc vous allez pouvoir retrouver ce live où on a expliqué beaucoup de choses au sujet de l'alimentation et en ce qui nous concernait, nous, propres à chacun. Les enseignes comme Leclerc se vantent de protéger le pouvoir d'achat, mais la réalité à la caisse est totalement brutale. Le système fiscal français, contrairement à ce qu'on dit, pèse lourdement sur les pauvres via la TVA. Les plus modestes consacrent 11% de leurs revenus aux taxes indirectes contre 5% pour les ménages aisés. La TVA à 20% sur les produits de première nécessité est un impôt aveugle. Pire encore, la taxe sur l'électricité a bondi au 1er août 2025, passant par exemple de 5,5 à 20% sur l'abonnement. C'est un vol légalisé sur une énergie vitale. Donc là, je sais que tu as fait des petits slides à ce sujet. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de l'impôt injuste ? Déjà, tout simplement, juste la TVA, vu que tout le monde la paye et que c'est un impôt assez injuste aujourd'hui en l'état. Ça pourrait être un impôt très juste si on taxait beaucoup plus les produits de luxe, on en a déjà parlé. Mais vu que c'est sur les produits aussi du quotidien et essentiel, une famille à revenus faibles ou très faibles, pour elle, ça n'a pas le même impact, 20%. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, 20% en plus, son budget, il ne le voit pas bouger. Oui, clairement. Pour quelqu'un qui ne doit pas dépenser plus de 10 ou 20 euros par jour, 20%, là, tu les sens. Tu les sens beaucoup plus. Donc déjà, voilà, dire que les pauvres ne payent pas d'impôts, c'est faux. Parce que même au RSA, tu payes la TVA. Et la TVA sur toi, c'est pas pareil que sur le mec au SMIC et encore moins que sur le cadre sup ou quoi. Hein. Donc déjà, il faut se calmer. Ensuite, il y a l'impôt injuste. Le plus injuste, c'est pour moi en France le cas des grandes fortunes. C'est-à-dire que ça, on n'en parle pas, à part peut-être dans certains milieux très... je n'ai même pas envie de dire à gauche parce que même les filles, je trouve que ce n'est pas ceux qui vont le plus parler de ça. Mais certains médias indépendants, par contre, en parlent. C'est les niches fiscales et l'optimisation fiscale. C'est-à-dire qu'en France, il y a tout un système légal avec les holdings, les prêtements léonins. Enfin, il y a plein de manières comme ça de recevoir de l'argent sous forme de crédit que ta holding te prête. Et en fait, du coup, c'est pas considéré comme un revenu, c'est considéré comme un emprunt. Plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Tu arrives aux 0,1% les plus riches qui peuvent optimiser pour ne payer en fait par an que 10 à 0% d'impôts. Il y en a même certains qui arrivent à payer 0% d'impôts. C'est-à-dire avec des systèmes d'optimisation, forcément, c'est des mecs qui sont tellement riches qu'ils peuvent même payer des gens pour aller chercher tous les trucs légaux, plus le lobbying qu'ils font pour que l'État fasse des lois pour qu'ils y arrivent, hein, bien sûr. Et à la fin, ils ne payent rien. Donc ce mythe des ultra riches qui font ruisseler l'argent jusqu'à nous, c'est pas vrai. En fait, les plus riches en France ne payent quasiment pas d'impôts. Et l'argent reste au-dessus aussi. L'argent reste entre eux. Voilà. Il n'y a pas de il y a des petites gouttelettes qui arrivent pour les pauvres, mais en soi, on sait très bien que ceux qui gardent l'argent. Et comme tu l'as dit très bien, avec toutes les... Ouais, excuse-moi, vas-y. Non, vas-y. Je disais, comme tu l'as dit très bien, avec les lois qui sont pondues à leur avantage, puisque quand tu as l'argent, tu as également le pouvoir, tu as le bras long, tu as les connaissances, etc. Donc, tu pèses beaucoup plus aux yeux de l'État que le misérable RSAiste dans sa chambre puante qui est en train de se scandaliser sur X, par exemple. Donc, forcément. Et puis, tu ne vas pas en prison. Parce que pourquoi ? Parce que la personne légale, ce n'est pas toi, c'est ta holding, c'est ta boîte. Donc ça aussi, tu vois, c'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est que demain, vas-y, amuse-toi à frauder la H ou le RSA et fais-toi choper. Tu verras ce que tu te prends, tu te fais exploser, puis tu n'auras pas d'argent pour te payer un avocat. Mais quand tu es multimilliardaire, il n'y a pas de souci. Je veux dire, de toute façon, ce n'est pas toi, c'est la boîte. Donc, peu ou prou, à la fin, personne arrive à avoir de la prison. Condamnation, ouais. Il n'y a pas de condamnation. Ou on va te faire payer une amende qui est moins chère que ce que tu as volé. Donc, comme ça, au moins, à la fin, tu es gagnant quoi qu'il arrive, quoi. Donc, la vraie question aujourd'hui en France, c'est pourquoi on détourne l'attention. Moi, bon, si vous avez déjà suivi les émissions, je ne suis pas
pro-migrant, mais je suis pas anti-migrant. Mais quand on te parle de l'AME, alors oui, c'est sûr, quand tu vois que certains Français ne sont pas soignés correctement, c'est frustrant. Mais c'est la même logique que le mec qui travaille au SMIC et qui s'en prend au mec au RSA. C'est-à-dire que, pourquoi c'est la même logique? Parce qu'on va faire retourner les pauvres pour qu'ils se bouffent le foie entre eux, mais le vrai problème, c'est pas l'AME. L'AME, ça va coûter 1 à 2 milliards par an à l'État. Mais la fraude fiscale ou même, par exemple, le non perçu, ça, c'est un truc qu'on n'en a pas encore parlé, mais Ouais. les droits des Français, la plupart ne sont pas perçus. Vous prenez les enfants handicapés, je crois qu'on est de l'ordre de 85% qui ne touchent pas les droits, les aides financières des familles, donc qu'elles devraient avoir. Les personnes handicapées, c'est 65%. Moi, je suis en train d'essayer de faire bouger les choses avec d'autres sur le territoire de la Haute-Corse. C'est super compliqué. Parce que la plupart des gens ne savent même pas qu'ils ont droit à des droits. Donc on est dans un pays où on fait que vous parler de vos devoirs, où on vous contrôle et tout, mais il n'y a personne qui est payé pour contrôler si on vous donne bien vos droits. Mais là aussi, Ça, y cherchez a le pas. problème. Ça, on ne vous en parle pas. Mais prenez le RSA, il y a bien 35 à 45% des gens qui devraient le toucher, qui ne le touchent pas en fait. Et ça, c'est une vraie économie pour l'État. Et cette économie couvre largement la fraude au RSA, qui représente 1%. Sachant que dans ces 1%, il y a des erreurs, justement. Il y a des trop perçus, c'est même pas les gens qui fraudent, c'est des fois le RSA qui se loupe. Donc, quand on met tout aligné, on se rend compte que l'AME et même la fraude au RSA, c'est couvert par juste le non perçu du RSA. Donc l'État, en fait, fait déjà des économies, même en aidant les migrants, en les soignant pour les maladies les plus graves, bien sûr, parce qu'ils ne vont pas vous refaire les dents complètes, c'est assez rare. Mais par contre, les riches, il n'y a personne qui les poursuit, il n'y a pas... alors, ils essayent maintenant, vu qu'ils commencent à manquer d'argent, de le faire, mais entre ce qu'ils essayent de faire et ce qui se passe, moi, pour l'instant, je n'ai pas entendu une affaire dans les médias où ils ont fait une saisie de plusieurs grandes fortunes en France pour rattraper tout ce qu'ils nous doivent. Ça dure depuis des dizaines d'années. Donc, ce n'est pas sur un an. C'est sur, imaginez combien ils doivent au pays. Mais non, c'est plus simple d'accuser l'AME pour les migrants. Je crois que c'est l'AME, c'est ça. Ouais, l'aide médicale d'État. Voilà. Ou le RSA, ou le mec en AH qui, vous êtes sûr qu'il est vraiment handicapé. C'est pareil, toute cette suspicion, il faut savoir qu'en France et dans le monde, 80% des handicaps sont invisibles. Vous ne savez pas en fait ce que la personne est là. Elle peut avoir des troubles neurologiques, un cancer, et ça se voit pas forcément. Ou tu Elle as peut des gens prendre en des fauteuil. médicaments pour être normale, mais sans ce médicament, pas normal. Ouais. Et à un moment donné, il faut arrêter de tomber dans cette culture, encore une fois, un peu misérabiliste. Je ne sais même pas si c'est protestant, mais peut-être qu'on pourrait encore faire le lien avec ces idées au moins capitalistes. Des mecs qui font des lives et des shorts pour te montrer qu'ils sont en train de donner des sous aux malheureux et regardez comme il est pauvre, il a les dents pourries et tout. Ouais, mais en fait, la pauvreté, c'est pas ça. En fait, ça, c'est encore une fois, c'est un peu le bon cliché justement post-colonial du sauvage / le pauvre qui doit être forcément misérable. Mais enfin, il faut arrêter. C'est comme la personne handicapée. Il faut arrêter de vouloir des bons handicapés qui ont l'air handicapés pour avoir pitié d'eux. Parce que ça aussi, c'est terrible. Quand on voit que 80% des handicaps sont invisibles, et pas forcément les moins lourds. Parce que vous prenez même des personnes en fauteuil roulant, il y a certaines personnes en fauteuil roulant qui peuvent marcher. Et des fois, elles sont insultées parce qu'on les voit se lever. Ah, vous pouvez vous lever, mais là, vous venez de vous garer. Ouais, mais enfin, le fauteuil roulant, c'est peut-être que le mec, il peut marcher 10 minutes et qu'après, C'est ça, oui, a. oui. Après, il tombe par terre. Encore Mais une les gens fois, ont la critique facile. Là. Ils sont de toute façon dans la jalousie, dans l'envie. C'est comme je dis, sur les forums, sur les posts Facebook, là, des fois, moi, je leur dis, écoutez, mettez-vous au RSA, arrêtez de chialer. Si t'es pas content, fais comme lui, mets-toi au RSA. S'il profite aussi, alors, il fait pas ton chien. Qu'est-ce qu'on s'en fout que tu pleurniches pas et mets-toi au RSA, tu verras comment que c'est la vie au RSA. La vie de château, la vie d'Aloca. Surtout qu'il y a eu des calculs pour les gens au RSA, à part, bien sûr, ceux qui font du black, mais bon, ça, il n'y a pas que les mecs au RSA qui font du black. Moi, tous les gens que je connais en entrepreneuriat font du black, donc Oui. on vous voit, je vous connais, n'allez pas accuser les mecs au RSA, mais les gens au RSA, ils vivent en moyenne avec 400, 600, voire peut-être 800 euros de moins que même des fois certains smicards une fois que toutes les charges elles sont passées. Donc il faut aussi remettre les choses. Et puis encore une fois, comme dit Napo, il faut arrêter de s'acharner sur la misère des autres parce que déjà nous on est miséreux et ça va pas faire qu'on s'entraide ça va juste faire que le mec
multimilliardaires, ils continuent à optimiser, à payer 0% d'impôts, et toi, tu t'en prends aux migrants qui touchent la ME. Alors, les migrants, il y a des problèmes sociaux, ça, je ne le nie pas, et c'est peut-être le plus grave, mais au niveau économique, c'est pas ça qui coule le pays. Hein. Je veux dire, demain, vous écoutez même Zemmour, on jarque tout le monde, vous serez quand même pauvre. Hein. Genre, faut pas croire que parce qu'on va économiser 1 milliard d'AME, déjà, ils vont pas vous les redonner, les 1 milliard d'AME. Et puis 1 milliard d'AME, quand tu vois que Et c'est puis de toute 200 façon, milliards. ça fait partie de notre civilisation. Qu'il y ait un accueil dévoyé, ça, nous sommes totalement d'accord. Qu'il y ait des migrants qui n'ont rien à faire ici, qui sont amenés quand même ici pour la baisse des salaires à l'époque, parce que ça, c'est le grand entrepreneuriat de droite, qui a fait Droite, hein. venir quand même de droite, qui a fait venir La quand même gauche, énormément de migrants. Et les les communistes, communistes étaient contre. Georges Marchais, je crois, expliquait, faire venir les migrants, ça va faire la baisse au salaire, etc. Donc ça, voilà, on sait que les communistos socialistes étaient contre. C'est les droitards qui ils les ont fait venir pour leur portefeuille. Mais voilà, le catholicisme veut accueillir tout le monde. Enfin, accueillir dans les limites du raisonnable, comme le pape François le disait. Si vous avez 20 places, accueillez 20 personnes, mais si vous n'en avez pas 20, accueillez pas plus. Voilà, par rapport à ce qu'on peut. Donc, eh bien, les papes, même, c'était Pie XI, je crois, qui reconnaissait dans son encyclique le droit aux gens de s'exiler. Donc, les gens ont le droit de partir, de migrer plutôt, le droit à la migration. Les gens ont le droit d'aller chercher un peu plus d'argent ailleurs, etc. D'ailleurs, on voit beaucoup de Français qui s'exilent en Amérique, au Canada, qui vont dans des pays riches pour gagner de l'argent, en Australie aussi. Donc ça, c'est un droit. Voilà, les papes l'ont toujours reconnu. Ça date pas de Vatican II. Même avant Vatican II, c'était quelque chose qui était reconnu. Donc, à partir de là, eh bien, la charité chrétienne veut que ces migrants, on puisse les soigner et leur offrir le minimum de dignité. Chaque homme est digne, qu'il soit migrant musulman ou pas. Voilà, ça c'est le catholicisme. Après, voilà, comme on le dit, il y a quand même un dévoiement aujourd'hui parce que on ne parle que de ça. On veut que montrer notre charité envers eux, que vers eux, vers eux, vers eux. Tout est redirigé vers eux. Et c'est pas que ça crée de la jalousie, mais les gens commencent un peu à en avoir marre, puisque en fait, tout le monde nous parle que d'eux. Au bout d'un moment, les gens commencent à en avoir marre, parce qu'ils voient à côté de chez eux, il y a des Français qui sont bien français, qui sont là en train de crever la dalle. Donc, il y a des gens quand même qui se disent, bon, c'est bon. Ok, l'immigration, ok, machin, mais il y a d'autres personnes aussi, il y a d'autres pauvres en France. bah, tu sais, en sciences de la com, ce qu'on apprenait, c'était que quand les médias, surtout nationaux, aux mains des pouvoirs nationaux, te montrent un truc beaucoup trop, c'est qu'en général, ça pue. C'est qu'on veut que tu adhères à ça. Et donc, le problème, c'est que justement, vu qu'on nous montre trop les migrants, c'est aussi du détournement d'attention. C'est-à-dire que Bien sûr. les gens ont une haine folle contre le migrant et il peut y avoir, je comprends, je vais pas aller dire à un mec, je sais pas, sa fille elle s'est fait agresser dans le Nord et tout, je vais pas lui dire oh non mais tu comprends, ça après c'est entre lui et Dieu, le pardon c'est compliqué et à ce stade c'est surnaturel, c'est pas la question, c'est que par contre c'est pas eux qui causent les problèmes économiques en France. Genre, je veux dire, c'est d'ailleurs l'ironie, c'est que c'est la droite qui les a fait venir. Et aujourd'hui, qui se sert de ça pour gagner les élections? La droite. Mais c'est quand même le foutage de gueule le plus extrême que j'ai jamais vu. Et attention, moi je ne suis pas d'extrême gauche ou quoi. Donc après, vous pouvez me mettre la casquette que vous voulez. Mais je veux dire, ce qu'il faut reconnaître, c'est que la gauche de l'époque s'y opposait, que la gauche maintenant soit dévoyée, c'est une autre question. Mais en attendant, quelqu'un qui est vraiment social, et pas sociétal, mais qui est social de gauche, sera contre cette immigration-là, parce que ça n'aide ni les migrants, ni les travailleurs ici. Bien sûr. Mais posez-vous la question, pourquoi vos copains de droite et d'extrême droite ne parlent pas de ça? Parce que eux aussi, ils ont des potes riches et qu'ils font partie de la même... ils orbitent autour des mêmes castes, en fait. Casse, ouais, c'est ça, ouais, clairement. Clairement. Et tant qu'on n'aura pas compris qu'en fait, tout ça, c'est un jeu de marionnettes et que en fait, l'un dit oui, puis après il dit non, et puis après il va accuser l'autre. Enfin, c'est ridicule. Je veux dire, on en vient à du ridicule et on en vient même à du déni, parce que la plupart des gens sont dans le déni que c'est les mouvements de droite qui ont fait venir les migrants. C'est-à-dire, ils peuvent même pas l'encaisser parce que c'est encore un biais. C'est une erreur logicielle, quoi. C'est ce qu'on appelle le biais du monde juste. C'est-à-dire qu'on s'imagine que le monde est juste et qu'il y a une justice un peu protestante. D'ailleurs, ce biais-là je pense a été amplifié par le protestantisme. Pourquoi? Parce qu'il y a cette idée que s'il arrive des malheurs à quelqu'un, ou en tout cas, s'il se passe quelque chose, il y a forcément une raison déjà monolithique, c'est-à-dire une seule raison, et qu'elle est juste. C'est-à-dire, il a le cancer, quelque part, c'est qu'il a bien mérité. Il est pauvre,
Ah, c'est qu'il a bien mérité. Ah, il y a les migrants. Ah, ben ça doit être encore ces immondes wokistes LGBTQ+. Enfin, et en fait, quand tu regardes la réalité, ben, c'est faux. C'est comme Vatican II. Quand les gens ils disent Vatican II, ça a été fait par des boomers. Ben, les mecs, les boomers, ils arrivent dans les années 45, 50. Vatican II, 95% des évêques qui ont voté Vatican II, ils sont nés avant les années 20. Donc je ne sais pas où vous avez vu les boomers là, mais c'est des mecs qui ont connu la messe tridentine et pour la plupart, même l'avant Première Guerre mondiale. Donc moi je ne sais pas, hein, genre, on s'invente des trucs hyper simples. Mais en fait, non, le monde il est beaucoup plus complexe et peut-être des fois con, que c'est tout simplement. Hein, mais c'est pas. Non. C'est à nous de reprendre ces combats. On ne doit pas laisser ça à la gauche d'aujourd'hui. De toute façon, le catholique doit le reprendre de façon catholique et non plus d'une façon très naïve, comme on peut le voir chez des modernistes, par exemple, ou d'une façon contraire, comme on le voit chez les traditionalistes. Il faut toujours être dans un juste milieu et il faut se réapproprier ces combats de toute façon. Le combat pour la charité pour les pauvres, c'est un combat qui est mené depuis 2000 ans par l'Église. Donc on ne doit pas l'abandonner. Et je vois qu'aujourd'hui, il est de plus en plus abandonné. Moi, excusez-moi, hein, mais je vois pas énormément de prêtres. Enfin, il y en a, attention. Là, je vais mettre encore des grosses guillemets. Je dis pas que c'est tous les prêtres et que tout le clergé comme ça. Mais sur les grosses mesures sociétales, je n'ai pas vu un seul prêtre médiatique. Je ne dis pas dans leurs églises, etc. Je ne suis pas là pour voir toutes les homélies ou tous les discours. Mais je veux dire, des prêtres médiatiques, il en existe beaucoup. Et je ne vois pas beaucoup de ces prêtres médiatiques qui se sont levés en se scandalisant, en disant « Ah ben regardez, 25% de moins sur le chômage. 25% de moins sur le chômage. Des trucs qui vont te réduire ton chômage au bout de 6 mois de chômage, ils vont te péter encore en plus, je crois, 10 ou 15%. C'est-à-dire parce qu'au bout de 6 mois, tu n'auras pas trouvé du travail, donc ils vont t'abaisser encore plus ton chômage, un droit que tu as acquis. Et je ne sais pas si vous avez vu la dernière loi qui sont pendues. D'ailleurs, sachez-le, hein, ça sort cette année, dès janvier. Donc, pour ceux qui regarderont. On va en parler bientôt, là, je crois, de ça. Quand vous allez donner des sous à vos proches, maintenant, il faut tout déclarer, même en liquide, les bijoux, les œuvres d'art. Faut tout mais même 50 €. Hein, c'est-à-dire, regarde, écoutez ce qu'ils vont faire. Désobéissance civile. C'est... Il faut désobéir et il ne faut pas faire ça. Parce que l'État va vous plomber la gueule si vous faites ça. De toute façon, je pense que honnêtement, personne ne va le faire. Enfin, je ne vois pas. Les gens s'en sortent déjà pas. Ceux qui sont hyper actifs, c'est-à-dire ils se lèvent le matin, ils travaillent. Enfin, moi, je vois quand on fait les courses, des fois c'est un qui avance. Après, moi, je fais un virement. Si maintenant tu me rajoutes en plus d'aller déclarer sur le site de l'État, en plus des déclarations URSSAF, en plus de machin, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Ou sinon, Pôle emploi, déclaration URSSAF, déclaration. Parce qu'après, toi, ouais, non, peut-être pas toi, mais sur certaines sociétés comme nous sur YouTube, on est obligé d'aller déclarer aux douanes. Vu que c'est en dehors de l'Union européenne, tu es obligé de faire des déclarations partout. Donc c'est scandaleux. C'est de l'administratif, encore une fois, toujours plus. Et en fait, tu t'y perds avec tout ça. C'est hallucinant. Donc, mais après, je pense qu'aussi, ce qui fait que les prêtres n'osent plus, c'est qu'on a beaucoup reproché aux curés un peu des mouvements sociaux catholiques. Ils se sont fait un peu plomber la gueule. Ça a été un peu la guéguerre avec les tradis un peu plus durs, de dire oui, mais ils ne parlaient que de social. Puis bon, tu as eu le scandale avec l'abbé Pierre, qui a éclaté il n'y a pas longtemps, mais bon, qui a été monté en épingle aussi, ça aussi, tu vois, on te met le zoom sur ça pour dire, ben voilà, finalement, un curé qui fait du social, voilà, ça mène à rien, mais il faut se poser la question de pourquoi ces trucs-là sont autant mis en avant et pourquoi, même au sein du catholicisme, on va autant s'en prendre aux curés qui ont dédié leur vie aux œuvres sociales. Moi, j'ai jamais trop compris cette position. C'est-à-dire que tant qu'il y a un équilibre et que tu as d'autres curés qui vont s'intéresser plus au spirituel, chacun a son charisme. Hein. Je veux dire, pas tout le monde est fait pour faire ce que fait Paul Adrien, pas tout le monde est fait pour faire ce que font, par exemple, la chaîne de Credo. Et si à côté de ça, tu as un autre curé qui, lui, ne s'occupe que du social, et enfin, il y a plein de saints qui ont fait quasiment que du social. Ça les a pas empêchés d'ailleurs de sortir des trucs hyper fulgurants au niveau spirituel et d'être docteur de l'Église en même temps, des fois. Hein. Donc, j'ai jamais compris, et parce que, encore une fois, c'est ce que dit le pape Léon, il faut arrêter de politiser le catholicisme. Parce que tout ça arrive parce que tu as des gens qui, du coup, se disent à droite et donc sont opposés à la gauche et donc aux idées sociales. Et donc, le curé qui fait du social, il est identifié à ça. Mais en fait, non. Le curé qui fait du social, il peut juste être catholique
Point, en fait. Il y a social et social, j'ai envie de dire. Ça dépend de quoi on parle en matière sociale. Je veux dire, voilà, il y a en plus, on peut pas dire, même si certains disent oui, le clergé maintenant, il est socialiste, je ne sais quoi, humaniste, gauchiste, ça se traduit pas en vrai. En vrai, ça se traduit pas. Peut-être dans des initiatives locales, oui, mais en matière nationale, on ne voit pas la conférence des évêques. Encore une fois, je vais me répéter, mais on n'a pas vu la conférence des évêques se lever en portant la voix de tout le clergé en disant l'État, vous êtes en train d'assassiner les pauvres avec toutes les vos papes, mesures de merde. les Ça, on papes ne l'ont les a fait. pas vus. Les papes Ouais, l'ont fait. Léon, dans son discours, oui, les papes peut-être, mais là on parle d'église particulière, l'église française. La conférence des évêques est garante de ces brebis en France. Le pape le fait à l'échelle de l'église universelle, mais nous on parle bien à l'échelle nationale. Voilà. Où sont nos évêques de la conférence des évêques pour taper du poing sur la table face à toutes ces mesures antisociales? On voit par contre, même si personnellement je suis pas fan des syndicats parce qu'on sait très bien que les syndicats actuels sont quand même mangent dans la main de l'État. Hein, donc derrière, voilà, ça syndique les gens pour éviter de plus grands tumultes, on va dire. Mais ils sont quand même l'un des seuls à être avec des partenaires sociaux, à essayer à leur petit niveau d'essayer de faire bouger les choses ou d'appuyer un peu du poing sur la table. Mais dans l'Église catholique qui devrait être la pionnière, qui est la pionnière hein, d'ailleurs de tout ça, on ne voit pas la parole des évêques qui manque affreusement, cruellement. bah, Je suis je- désolé. c'est Le vrai que Seigneur Jésus-Christ, il se serait scandalisé. Il aurait monté au créneau en France pour expliquer toutes les mesures antisociales. Et nous, c'est le silence complet de notre côté. je vois, moi, ça est en train un peu de bouger à l'échelle corse. Je sais que dans la partie sud du diocèse, ils ont mis en place déjà pour la santé mentale, ce qui est assez novateur, même en France, hein, parce qu'en France, la santé mentale, c'est très mal compris. L'évêque et le cardinal, du coup, parce qu'il y a les deux, il a mis en place une cellule d'écoute 24 heures sur 24 gratuite avec des catholiques, alors qui sont dans le médical, de ce que j'ai compris, pour les personnes qui vont mal, qui ont besoin de parler, qui sont en urgence psy. Enfin, c'est quelque chose comme ça qui s'est mis en place. Donc, on voit en tout cas que à certains endroits, ça commence à bouger, on commence à prendre conscience que il va falloir s'y remettre aussi, parce qu'on ne peut pas tout laisser à l'État, surtout dans un État qui, encore une fois, traite le peuple comme une entreprise, le pays comme une entreprise, enfin, quand ça l'arrange, encore une fois. Moi, ce qui me dérange, c'est que c'est quand ça les arrange. Voilà. Si c'est tout le temps, pourquoi pas? Mais là, on voit bien que c'est du foutage de gueule, c'est-à-dire on est en train de nous vendre d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que c'est à vomir toutes ces pubs. Salut à toi, jeune entrepreneur. Voici l'astuce pour arnaquer des gens comme moi, je les ai arnaqués en faisant c'est ça. Truc des tunnels pyramidal. de vente. Voilà. Pourquoi? Parce que ça te met dans la tête cette espèce d'entrepreneuriat hyper crasse où tu es prêt à tout, à faire du dropshipping, à faire des trucs honteux, en fait, à arnaquer les gens littéralement pour ta réussite. Et après, les mêmes vont te vendre des formations pour optimiser et ne pas payer d'impôts, pour ne pas. Donc en fait, ça crée une espèce de culture où ça banalise tout ça. Et j'ai presque envie de dire, à la fin, si tous on adhère à ça, ben, on aura juste le système aussi qu'on mérite. C'est-à-dire que nos élites Bien seront sûr. à l'image de ce qu'on pense. Hein. Et en Elles tant sont que déjà à catholique, l'image de ce qu'on pense. ouais, voilà. Elles sont déjà en vrai. Et malheureusement, quand tu vois certains catholiques, dès que tu commences à parler de trucs un peu sociaux, quand j'entends ouais, c'est des assistés, ouais, enfin, c'est Quand un t'es poil plus. catholique, c'est hallucinant d'entendre ça. Bah, Tu peux pas en tant que c'est surtout, catholique parler comme ça de ton prochain, je veux dire. bah, Même surtout si que tu c'était as vrai, même si c'était vrai, je veux dire, même si parle c'est pas vrai. comme ça des gens. Bah, c'est surtout que tu as assisté en tant que catholique. C'est-à-dire que Mais oui, euh, t'es le, assisté, toi. Bah oui. le catholicisme, c'est la religion Assistance de de la l'assistance grâce. Bah oui. spirituelle. Voilà. C'est-à-dire que c'est reconnaître notre totale dépendance. Si on n'accepte pas déjà ça, on commence à tomber dans le pélagianisme. C'est-à-dire on commence à dire ouais mais c'est quand même un peu moi. Mais ça c'est pélagien, c'est une hérésie, et puis c'est pas une hérésie de maintenant, c'est une hérésie de l'an je crois 300. Donc c'est vieux, Tout, vous pouvez tout aller vient de Dieu. Les vérifier. prières, depuis toujours, nos prières, mais on remercie Dieu pour cette journée, de tout ce qu'il nous a apporté et de ce qui nous a protégé, tout. Clairement. Déjà, voilà, Et, t'es assisté. Je veux dire, c'est pas grâce à toi que t'es là. Faut arrêter. et même nos qualités, si vous relisez les grands pères ascétiques du Moyen Âge, hein, du lourd Moyen Âge tradit, Scupoli il disait que Lorenzo Scupoli, il disait que même la moindre de nos qualités,
personnelle, hein. Elle vient de Dieu. Il dit remercie le moindre bien que tu as en toi, parce que la source de tout bien, c'est Dieu. Donc, il faut même pas se prévaloir de dire putain, je suis quand même quelqu'un de sympa ou quelqu'un de généreux ou quelqu'un de patient. Parce qu'en fait, tout ça, c'est la grâce. Et donc, il faut On redescendre aussi redescend un sur ça. peu, ouais, non, mais c'est clair. Parce que c'est des mécaniques mentales. Bien sûr qu'il y a des gens qui en jouent. Je ne suis pas naïf. Mais en fait, c'est tellement une infime minorité, Bien sûr. ou même dans cette minorité, on peut l'expliquer par la boucle qui se crée, une boucle négative en fait, hein. C'est comme quand tu deviens alcoolique ou quoi, il y a une boucle qui se crée. Euh, donc en fait, ça sert à rien de s'acharner sur cela. Parce que ça ne fait qu'aider encore plus d'injustice. Voilà. On va parler maintenant du logement parce que c'est vrai que le logement est devenu le premier poste d'angoisse. Par exemple, avec un RSA à 768 euros avec les APL, hein, bien entendu, c'est avec tous les appels comptés. Donc du coup, c'est-à-dire qu'il ne te reste plus que 768 euros pour payer le reste, pour payer toutes tes dépenses. 960 euros pour un chômeur qui était au SMIC et 1400 euros pour un SMICard. Le logement aujourd'hui est impossible, hein, comme on en a déjà parlé longuement à ce sujet sur beaucoup de vidéos. Nous ne pouvons plus nous loger en France. C'est vrai dans les grandes villes, mais c'est aussi vrai dans le monde rural, puisque nous avons vu beaucoup de Parisiens se jeter sur les biens. En tout cas, nous en Bretagne, c'est le cas, mais je pense que c'est partout dans le monde rural, surtout suite au Covid. Les Parisiens se sont dit, ah oui, tiens, s'il y a encore un truc comme ça va faire chier quand même. Si j'ai une maison secondaire, ça sera quand même mieux. Donc ils rachètent tout. Soit Parisiens, Bon, Nantais, tous les gars assez riches. Hein. on parle Encore, pas encore. C'est c'est le niveau max, c'est-à-dire qu'on a si tu vas dans le sud à Portich, c'est un des endroits où j'aurais toujours voulu avoir une résidence principale, moi pour le coup. Euh, Tu peux pas, parce que bon, là c'est 700 000, 1 million d'euros au minimum. Et à part peut-être des logements tout pourris, quoi. Et encore que même là, ça sera dans les 400, 500 000, donc c'est toujours, c'est toujours compliqué. Mais tu as des maisons qui sont habitées 3 jours par an, une semaine par an. C'est ça, c'est T'imagines? abusé. Mais la plupart, hein. C'est-à-dire que quand je dis ça, on va dire ouais, Cyprien. Non, non, c'est genre, allez, 95% des résidences qu'il y a là, les gens n'y vivent pas. Enfin, les baraques, les maisons, quoi. Les immeubles, oui, ça, il n'y a pas de souci, mais les maisons, genre, ils sont pas là à l'année, quoi. Genre, Nous, c'est pareil. Hein. Pendant 2, 3 mois, ils sont là et le reste du temps, il n'y a personne. Hein. Toute la côte et puis même dans les terres. En fait, voilà, ça revient hyper cher. Et donc, les gens peuvent plus se loger. Donc, imaginez-vous avec un RSA. Tu es très jeune comme moi avec un RSA ou avec un chômage. C'est plus possible. C'est plus possible. En plus, donc, le parc social est vétuste, mal isolé, et il transforme, donc ça c'était sur ton slide, les appartements en passoires thermiques qui ruinent la santé et le portefeuille. Donc voilà, les pauvres doivent subir un parc social complètement pourri et infâme, s'ils ne peuvent pas se construire eux-mêmes leur propre maison. moi, je me souviens quand j'étais étudiant bah, là dans le centre Corse à Corté, on avait un appartement, c'était Central Fac. Il y avait de la moisissure noire qui poussait tous les jours. Parce qu'en fait, l'appartement a été construit d'une telle manière qu'il était jamais exposé, quasiment au soleil. Enfin, la façade où il y avait l'appart, le nôtre particulièrement, n'était jamais exposé. Donc, tu avais un taux d'humidité, parce qu'en plus, Corté, c'est une cuvette, donc c'est très humide. Et donc, il y avait de la moisissure noire qui poussait partout sur le plafond, salle de bain, et c'était une pièce et une salle de bain. Et au-dessus du lit. Et j'ai eu des problèmes respiratoires après ça pendant 2 ans. Je crois que j'ai vraiment en boucle avec des toux, des grippes, des bronchites, mais que des trucs. C'est chaud. Hein. Et on lessivait, hein, pourtant, tous les jours, ça lessivait mais ça y faisait rien. C'est-à-dire que tu t'asphyxiais avec les Ouais, champignons. ça, tu passes ton temps à bouffer ça dans le nez toute la journée. Et ça, c'est beaucoup. Hein. Nous aussi, en Bretagne, on a beaucoup d'humidité et beaucoup de moisissure aussi. Dans tous les apparts que j'ai fait, j'ai toujours eu au moins un peu de moisissure. T'as beau aérer, t'as beau faire ce que tu veux, ça part pas et c'est la merde. Mais ouais, donc du coup, voilà, donc plus personne peut se loger, plus personne peut manger. Je crois qu'on a fait tous les sujets, hein, parce que voilà, on est de plus en plus pauvres et je crois que ça va encore exploser, hein, les temps qui vont venir. Comme on l'a dit, hein, il y a vraiment une division des classes sociales. Enfin voilà, il y a plus de classe moyenne. On passe soit de la pauvreté, soit à la richesse. Il y a plus d'entre deux. Et la méritocratie n'existe pas dans cette république. Ça n'existe Non. pas. Puis même, C'est même combien les. ton slide, excuse-moi, qui disait, c'est combien 5 générations, je crois, pour un fils d'ouvrier.
pour devenir riche. Non, pas riche. Classe Moyen. moyenne. Moyen. Classe moyenne. Moyen. C'est quelqu'un qui est pauvre. En France, il lui faut 6 générations pour arriver à un revenu moyen. Donc, et c'est pas inventé, hein. Regardez, c'est vraiment au niveau statistique, c'est vraiment édifiant. Vraiment, le bouquin d'ATD Carmonde et même le travail d'ATD Carmonde sur ça est très intéressant parce qu'ils sont allés regarder en fait tout ça et tu te rends compte que ouais, c'est pas évident en fait. La pauvreté, c'est presque, j'ai envie de dire, une maladie transmissible génétiquement, quoi. C'est-à-dire que les gens se le transmettent et quand tu nais pauvre, c'est pas voilà, c'est pas ce qu'on s'imagine ou ce que vont vous dire les mecs sur internet, une question juste de volonté. Et puis encore une fois, on n'est pas tous pareils. Donc voilà, entre Napo et moi, c'est deux personnes différentes et face à la même situation, on aura ou pas les outils pour réagir correctement. Et c'est comme ça. Et Napo ne pourra pas me dire ouais, mais pourquoi là tu t'es pas mis à devenir champion de boxe et c'est logique. Il sait très bien que je fais pas de boxe et que je suis pas taillé pour, tu vois. Ah oui. Mais c'est ce que je veux dire par là, c'est que bon, je prends des exemples un peu triviaux, mais c'est la vérité. C'est qu'à un moment donné, on peut pas juste regarder la personne qui souffre, qui est malade ou qui est pauvre en disant ah ouais, mais moi j'ai réussi en étant dans la même situation que toi, donc toi tu devrais réussir. C'est même ça, c'est un manque d'empathie et de compassion qui est stupide en fait. En plus, on en vient même à l'absurde. Et pourquoi c'est absurde? Parce qu'au fond, ce qui nous fait peur, c'est peut-être d'affronter véritablement notre mission de chrétien. Parce que c'est beaucoup plus confortable de se dire ah mais lui, ouais, lui il est pécheur, merci Seigneur que je ne sois pas comme les autres. Voilà, on devient un peu ce pharisien. Hein, le pharisien a plein de visages. Hein, il n'y a pas besoin d'être. Ouais, c'est clair. Et donc attention à ça, hein, parce que c'est très facile de se dire merci Seigneur, mais c'est peut-être pas ça qu'il faut dire, quoi. C'est peut-être merci Seigneur de faire que moi j'ai pu m'en sortir. Donne-moi la grâce de pouvoir faire ta volonté en essayant maintenant d'aider les autres à s'en sortir et comme tu l'auras décidé pour eux, pas comme moi je projette sur eux ma propre vie. On peut pas projeter sur les autres. Et moi je finirai juste sur ça. Vas-y. Là on a un groupe dans ma formation, je fais un DU pour accompagner les personnes dépressives, handicapés qui ont des neuroatypies. On est 12, c'est rigolo d'ailleurs comme chiffre, on est 12 et ces 12 personnes qui ont tout un handicap, des maladies, il y a de tout, des gens qui sont schizophrènes, tout ça, des bipolaires, des personnes autistes, voilà. Et tu te rends compte que entre deux personnes autistes, c'est deux personnes. Voilà, c'est deux visages. On est unique. Hein, on n'est pas différent, bien sûr, même dans la maladie, ouais, et dans le handicap. C'est ça. Et en fait, c'est pareil avec tout. Et il faut arrêter parce que ça, c'est vraiment diabolique au sens de la division, mais de la division malsaine. C'est-à-dire que le diable, il va chercher à diviser, mais à diviser de manière aussi inhumaine. C'est-à-dire, voilà, tout le monde est pareil. L'handicapé, le migrant, le fainéant chômeur, le mec de gauche, le mec de droite. Mais enfin, stop. Enfin, le monde, il marche pas comme ça en fait. Et il suffit de juste sortir dehors. Hein. Il n'y a même pas besoin des statistiques ou de mes slides. Hein. Ouais, si vous êtes honnête avec vous-même, vous voyez que c'est la vérité en fait. Et c'est en tout cas la vérité de l'évangile. Hein. Moi, j'en suis persuadé, ou alors qu'on me montre que dans l'évangile. Il faut le relire, l'évangile. Il y a beaucoup de catholiques qui ont des défaillances à ce sujet-là. Et relisez les pères. Il nous apprend tout l'évangile, surtout en matière de charité et d'aide au prochain. Et la patristique, comme on disait, qui est une source quand même très forte et pas que la patristique qui nous arrange, hein, toute la patristique, tous les pères, ce qu'ils ont dit sur ces passages de l'évangile, même où Jésus semble eschatologiquement séparer les bons, les mauvais, les bons poissons, les mauvais poissons. Attention à ça, c'est toujours à lire dans l'ensemble de l'évangile. C'est pas aussi simple que y a les bons et les gentils. Bon oui, ça peut être une lecture, mais montrez-moi quelqu'un qui est 100% bon et je vous serre la main, parce que moi je connais pas. Par Jésus-Christ. La Sainte Vierge Marie. Voilà, bon, ok. C'est ok, c'est bon. On n'est pas en tout dedans, cas, je te remercie Cyprien pour ton intervention. N'hésitez pas à le retrouver sur tous ces réseaux. De toute façon, ça sera dans le commentaire épinglé. Il y aura tous tes réseaux, etc. Ça, les gens pourront aller vérifier. Moi, je finirai juste sur une déclaration de Léon XIII
dans Rerum Novarum, donc Léon XIII, pas Léon XIV, hein, parce que maintenant on a Léon XIV, hein, non, Léon XIII, on va revenir sur cette encyclique du cœur, hein, où qu'il explique bien que les salaires ne doivent pas être insuffisants pour soutenir un ouvrier frugal et bien élevé. Le salaire doit permettre à l'ouvrier, par l'économie, de se constituer un petit patrimoine. Aujourd'hui, l'épargne est interdite aux pauvres par la stagnation des salaires. Or, sans propriété, pas de liberté réelle face à l'État ou face au patronat. Donc aujourd'hui, on réclame un salaire juste, de quoi pouvoir constituer un patrimoine et surtout acquérir une maison afin de se protéger de l'État et du patronat et protéger notre famille et nos enfants. En tout cas, voilà, j'espère que ça aura fait réfléchir certaines personnes. Voilà, bon, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. On en a peut-être oublié d'autres aussi, mais bon, c'est vrai que c'est un peu difficile de tout encadrer en peu de temps. Au moins, on a fait les grandes lignes. Moi, je voudrais juste, vu qu'on est au moment citation, c'est celle que je disais tout à l'heure sur Grégoire de Nice, dans son commentaire sur l'Ecclésiaste, donc Homélie 4, il dit ne dites pas je l'ai acheté ou je l'ai trouvé dans la guerre. Dieu ne fait pas certains hommes esclaves et d'autres libres. Cette distinction est la ruse de l'orgueil humain. Et c'est vraiment sur ça que s'appuie toute la tradition de l'Église, et même Léon XIII quand il fait son encyclique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il veut protéger les gens de finir comme possession d'autres, parce que voilà, l'esclavage, c'est pas que ce qu'on s'imagine, il n'est pas que formel, hein. Je veux dire, à la fin, si tu as deux options, soit continuer à travailler, soit mourir parce que tu n'auras plus rien, ben, tu n'as plus de choix en fait, hein. Enfin oui, bien sûr, voilà, on pourrait toujours dire Jean-Paul Sartre, tu as le choix de mourir, mais bon, voilà, c'est pas un super choix, quoi. Voilà. En tout cas, écoute, je te laisse ici. Je te remercie encore, Cyprien. Merci beaucoup. Et puis, merci à vous tous qui avez suivi cette vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo. N'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube de Cyprien. Il fait beaucoup de podcasts, etc. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Salut. Salut toi, Cyprien. Merci.